Tout commence dans ce qui semble être un château, baigné par la lumière d'une magnifique lune bleue. En descendant un escalier sombre, nous arrivons dans un endroit profondément lugubre et inquiétant. De l'intérieur, des bruits de lutte résonnent derrière une imposante porte de fer. Voici notre héros, et il semble être dans une situation terrible. Le jeune homme est enchaîné, couvert de blessures, avec d'étranges outils éparpillés à proximité. Puis un homme aux cheveux blancs l'attrape, déclarant qu'il est plutôt amusant, mais l'homme approche un fer chauffé au rouge. Du visage de notre héros, avec un regard de pur mépris. Il continue de parler, faisant remarquer que seul le protagoniste a échoué. A hérité du talent de son clan, et sans la moindre pitié. Il brûle la poitrine du jeune homme totalement sans défense. Ryan hurle d'agonie, tandis qu'il souffre aux mains de ce maniaque. Le méchant songe que même maudit et sans talent. La vie du garçon est incroyablement tenace. Ryan peut à peine parler, commençant à supplier pour quelque chose. Alors qu'il est allongé sur le sol, les larmes aux yeux, le jeune homme supplie l'homme de mettre enfin un terme à sa misère. L'homme ricane, prétendant ne pas le comprendre et qu'il aurait dû laisser sa langue intacte. Il avait espéré extraire quelque chose de la lignée de sang des sermons, mais maintenant il s'ennuyait simplement. Se détournant, il dit au protagoniste de ne pas périr tout de suite, car la maison a encore besoin de lui. Mais en vérité, il révèle qu'il célèbre la chute de la maison Sermon depuis 3 ans. Ryan est là, suspendu à ses chaînes, complètement brisé et dénué de tout espoir. La seule illumination provient du clair de lune, filtrant par la fenêtre de la cellule, seul et abandonné dans ce donjon. Notre héros demeure au milieu du chaos. Il se souvient alors que 3 ans se sont maintenant écoulés depuis sa capture. Il se souvient de son foyer, la grande et très respectée famille Sermon. Sa famille constituait la principale ligne de défense contre les monstres qui menaçaient le royaume. Ces créatures effroyables émergeaient de la zone des ombres pour envahir le continent de Drea. Et parmi les 5 grandes maisons du continent, la sienne était la plus importante de toutes. La maison Sermon était connue de tous comme la plus forte et la plus célèbre qui soit. Mais tout a changé lorsque son père et ses frères aînés ont disparu, sans laisser de traces. Saisissant l'occasion, la maison Faden y a vu une occasion en or pour attaquer et de tout s'approprier. Ils n'ont pas perdu de temps pour détruire la famille de notre héros, pour voler leur bénédiction sacrée. Ce qu'ils convoitaient le plus était le sang de dragon légendaire. Un pouvoir que seuls les Sermons possédaient. Quiconque naissait avec ce sang devenait un archimage du 7e cercle à l'âge de seulement 10 ans, et en atteignant 15 ans. Il serait déjà un maître épéiste hautement qualifié, mais notre protagoniste n'a pas eu cette chance. Car il est né sous une malédiction. Rion était l'héritier au destin funeste. Né incapable de manier la magie ou de maîtriser la lame. Pour cela, il se lamente, pensant que s'il n'avait pas été maudit, tout se serait passé différemment. S'il avait possédé la force, la maison Fatan n'aurait jamais réussi à détruire sa famille, et il n'aurait pas eu à endurer toutes les expériences et les tourments des Fatan de Sun, mais soudain, les pensées du jeune homme changent. Et il cesse momentanément ses lamentations. Il est si complètement épuisé qu'il ne peut même plus éprouver de regrets pour ce qui s'est passé. À cet instant, il sent quelque chose changer, et une bête colossale se matérialise dans son esprit. Rion sent que sa vie est sur le point de s'éteindre, et une étrange énergie émane de lui. Des larmes coulent sur son visage, car il peut enfin reposer en paix. À travers sa vision trouble, il aperçoit de petites créatures l'observant depuis l'obscurité. Tout à coup, l'image de cette bête monstrueuse à l'aura violette lui revient en mémoire. Il a alors une vision de son ancien, lui terrassant une créature gigantesque. Dans ce souvenir, il paraît en bien meilleure santé, ses yeux remplis d'une détermination ardente. Le jeune homme était un guerrier incroyable, affrontant sans crainte des hordes de monstres. Son ancien lui semblait confiant, prêt à relever n'importe quel défi qui se présenterait. Avec son épée, il taillait en pièces chaque ennemi qui osait se mettre sur son chemin. Il a même combattu un géant maniant une hache, qui semblait immensément puissant. Et après la bataille, il fut confronté à une brillante silhouette dorée dans le ciel. Cet être céleste l'observait avec un sourire étrange et un air de supériorité. Sans hésitation, le Rion du passé chargea avec ses épées pour frapper l'être. Mais la créature dorée serra simplement le poing, libérant une quantité massive de puissance. Immédiatement après, une explosion aveuglante de lumière dorée anéantit tout dans les environs. L'entité révèle alors sa forme complète, vêtue d'une armure et brandissant une épée de lumière. Cet être tend la main, déclarant qu'il exaucera le vœu de notre protagoniste. De retour dans le présent,
Ryan entend quelqu'un l'appeler par son nom et ses yeux s'ouvrent brusquement. Surprise, une jeune fille blonde à lunettes crie désespérément le nom du jeune maître. À cet instant, les yeux du jeune homme se mettent à rayonner d'une intense lumière bleue. Il se réveille désorienté et voit une servante nommée Colin, penchée sur lui avec une grande inquiétude. Ryan la reconnaît comme la nounou de la maison Sermon, mais se demande pourquoi elle a l'air si jeune. En regardant autour de lui, il réalise qu'il est de retour dans son ancien manoir et reste complètement abasourdi. Désespéré, il demande un miroir à la jeune femme, la laissant totalement perplexe. Lorsqu'il s'y regarde, il voit son propre visage d'enfant et reste sans voix. Il demande alors à la jeune fille la date du jour et elle répond immédiatement. Le jeune homme est choqué d'apprendre qu'ils sont en l'an 1892. Il comprend alors qu'il a voyagé dans le temps, à l'époque où il n'avait que 12 ans. Ses yeux se mettent à brûler d'intensité alors qu'il se souvient d'un événement crucial. En regardant par la fenêtre, le garçon se souvient de ce qui s'est passé à cette période précise. C'est à ce moment précis que la maison Fatan a commencé à comploter la chute de sa famille. L'image de l'être doré lui promettant d'exaucer son vœu envahit son esprit. Il se demande, les cheveux brillants, s'il est vraiment retourné dans le passé. À ce moment-là, des bruits de pas se rapprochent et quelqu'un entre dans la pièce. Un homme plus âgé apparaît, disant qu'il pensait que le jeune homme faisait encore semblant. Ryan regarde le nouveau venu et le reconnaît instantanément, l'air surpris. C'était Alejandro, capitaine des chevaliers de la famille Sermon et son ancien maître. Le capitaine observe le garçon et remarque qu'il n'a vraiment pas l'air bien. Pour cette raison, il décide que le protagoniste peut sauter l'entraînement du jour, mais Ryan se tourne vers la servante, déclarant qu'il ne manquera pas l'entraînement, ce qui la rend perplexe. Alejandro observe le jeune homme avec un regard sérieux et méfiant après cette réponse. Mais notre héros offre simplement un sourire confiant et insiste sur le fait qu'il va bien. Il demande alors en quoi consistera l'entraînement d'aujourd'hui, laissant son maître très surpris. Le capitaine répond que c'est l'entraînement d'escrime et lui demande s'il souhaite vraiment refuser de se reposer. Voyant l'attitude confiante et inhabituelle du garçon, Alejandro lui demande s'il est vraiment le jeune maître. Avec conviction, le jeune homme serre le poing et confirme qu'il est rincèrement. Sans aucun doute, son maître se demande si c'est un souhait ou une régression. Mais il décide finalement que cela n'a pas d'importance. Le jeune homme, son épée en main, suggère qu'il saute l'entraînement et aille plutôt chasser des monstres. Avec un regard déterminé, il pense que c'est sa chance de tout remettre en ordre. Quelque temps plus tard, à l'extérieur du manoir, il se prépare pour la séance d'entraînement. Une fenêtre de statue se matérialise devant Ryan, affichant ses attributs exceptionnellement bas. Il est soulagé de pouvoir encore accéder à cette fenêtre, même avec son corps maudit. Puis, Alejandro arrive pour annoncer que le monstre pour l'entraînement est prêt. Il se dirige vers une grande arène d'entraînement. Dans la cour du manoir, son adversaire est un gobelin hideux, enchaîné et bouillonnant de rage, mais la créature brise ses chaînes avec facilité et se jette sur le protagoniste. Le gobelin charge férocement le jeune homme, qui se prépare pour le combat. Alejandro et Colin observent de loin, profondément inquiets pour la sécurité du jeune maître. La servante les supplie d'arrêter, car il s'évanouit toujours rien qu'en faisant face à un gobelin, mais Ryan déclare que Colin a raison. C'était l'ancien lui jusqu'à hier. Le protagoniste ferme les yeux, son expression calme mais farouchement déterminée. Puis, avec un sourire confiant, il ouvre les yeux et déclare que maintenant il comprend tout. À cet instant, une alerte système apparaît, la malédiction s'active, augmentant sa peur des monstres. Il comprend maintenant que la terreur qu'il ressentait était une partie de la malédiction du roi démon. Voyant le jeune homme de nouveau pétrifié, Alejandro soupire, clairement déçu par la scène. Le maître décide que c'en est assez pour un jour et tente de mettre fin à l'entraînement du garçon. Cependant, notre héros refuse de reculer, insistant sur le fait qu'il n'a pas encore terminé. Faisant un pas décidé en avant, il crie que ce n'est toujours pas assez pour lui. Le gobelin saisit l'occasion, se jetant une fois de plus sur le jeune homme sans défense. Ryan est paralysé par la peur, mais il lutte pour se libérer de l'emprise de la malédiction. Il peine à bouger ses pieds, qui semblent enracinés au sol par la terreur. Le jeune homme se dit à lui-même qu'il n'est plus la même personne et qu'il peut vaincre un simple gobelin. Il pense que comparé à la menace qu'il a affrontée dans le futur, une malédiction comme celle-ci n'est rien. La créature verte continue sa charge, les yeux flamboyants de fureur. L'image de l'être doré
qu'il a renvoyé dans le temps lui traverse l'esprit. La peur qu'il a ressentie face à cette entité était bien plus grande que celle qu'il éprouve maintenant. Poussé par ce souvenir, Ryan se libère enfin, levant son épée de toutes ses forces. Et d'un seul mouvement rapide et précis, il frappe le monstre vert en plein dans le mille. Alejandro et Colin le regardent, bouche bée, incapables de croire à ce dont ils viennent d'être témoins. Une notification indique alors qu'il a surmonté la malédiction et que son niveau a été réduit. Le système l'informe qu'après ce combat, il ne ressent plus de peur envers les monstres. Avec une expression sérieuse et confiante, toute l'attitude du jeune homme semble avoir changé. Il se tourne vers son maître et demande une véritable épée pour pouvoir se battre réellement. Son maître, inquiet, lui demande s'il s'en sortira vraiment avec une arme réelle, mais le protagoniste se contente d'offrir un sourire à son maître. Débordant de confiance. Profondément ému, Alejandro pense que le jeune maître est enfin devenu un véritable homme. Le gobelin est toujours en vie, mais il semble gravement blessé par le premier coup. Avec la nouvelle épée en main, Ryan se prépare à achever la créature pour de bon. Sans hésitation, il porte un dernier coup décisif, mettant fin à la vie du monstre vert. Le capitaine dit à Colin de regarder attentivement, car une nouvelle lumière se lève sur la famille Sermon. Il affirme que cette personne est, sans aucun doute, le prochain chef de la maison Sermon. Plus tard, de retour dans sa chambre, notre héros réfléchit aux événements de la journée. Le garçon s'asperge le visage d'eau, assimilant encore son soudain retour dans le passé. Apercevant son reflet dans la fenêtre, il voit le visage de son lui plus jeune. Il songe que la fenêtre de statue et l'aide du système ont été incroyablement efficaces. Avec leur aide, il a réussi à surmonter la malédiction, prouvant qu'il peut devenir plus fort. Mais il ouvre à nouveau la fenêtre de statue pour vérifier quelque chose de crucial. Il voit qu'il a gagné des points d'expérience, mais la quantité est décevante. Frustré, il se rend compte qu'il devra vaincre des milliers de gobelins. Juste pour monter de niveau. Il doit se dépêcher, car le jour de la chute de sa famille approche à grands pas. Il regarde son reflet, voyant son futur lui, mais maintenant il sait que la malédiction peut être vaincue. Pourtant, il jette un coup d'œil à l'écran de statue. Conscient qu'il ne peut pas gâcher cette occasion, le jeune homme réfléchit à la situation difficile de sa famille. Cela fait 2 ans que son père et ses frères ont disparu. Ils s'accrochent à leur statut de grande maison par un fil, pourtant leurs ennemis n'ont pas encore frappé. Le poing serré, il se confirme à lui-même qu'il a une méthode pour monter de niveau. Avec un sourire et une aura bleu brillant dans sa main, il déclare qu'il est temps de tester la deuxième méthode. Peu de temps après, une femme aux cheveux rouges vifs et portant un masque fait une entrée imposante. La scène se déplace vers un autre endroit dans le même élégant manoir. Ils sont assis dans une pièce, et la femme fait remarquer qu'elle a entendu l'histoire de la chasse aux gobelins. Néanmoins, elle demande pourquoi il l'a convoquée pour un entraînement magique. C'est Sina, capitaine du corps magique, et une puissante archimage du 7e cercle. Elle l'accuse d'arrogance pour un seul gobelin, lui rappelant que la magie est différente. La femme lui demande s'il a oublié qu'ils ont arrêté son entraînement en raison de son manque de talent. Rion le reconnaît, mais explique que la malédiction lui avait volé ses talents, l'empêchant de sentir le mana. Il affirme que ce n'était vrai que jusqu'à hier, et demande ce qui se passerait s'il pouvait maintenant sentir le mana. Sina reste complètement choquée et sans voix face à la déclaration du garçon. Soudain, la tasse de thé sur la table se met à briller d'une intense lumière dorée. La femme déchaîne alors une immense aura féerique, avec un dragon prenant forme derrière elle. Elle lui dit qu'il peut maintenant ouvrir les yeux, car elle a dessiné quelque chose de visible uniquement avec le mana. Sina le met au défi de décrire ce qu'elle a dessiné. Si son affirmation est vraie, Rion répond calmement que c'est un magnifique dragon rouge, laissant Sina stupéfaite. Il demande alors s'il se trompe, et la femme balbutie que non. Elle se demande comment il a pu changer si radicalement, et comment il a vu le dragon à travers sa formule complexe. Désespérée d'obtenir des réponses, elle exige de savoir comment il a soudainement surmonté la malédiction familiale. Le protagoniste prononce alors le nom de Sina, se préparant à expliquer la situation. Il déclare qu'il ne peut pas utiliser la méthode de la famille pour raffiner le mana. Et c'est pourquoi il a besoin de son aide. La capitaine du corps magique l'étudie attentivement, essayant de comprendre sa demande. Elle sait que le raffinement du mana est une méthode indispensable pour gagner en puissance. Mais cela signifierait placer la vie du jeune maître entièrement entre ses mains durant le processus. Le jeune homme affiche simplement un sourire tranquille, comme si le risque ne l'inquiétait pas. Elle lui demande s'il a l'intention de périr, et le garçon répond qu'il ne pourrait de toute façon pas résister à son pouvoir.
Avec un regard sérieux, il affirme. Quelle est la seule personne à qui il peut demander cela? Il se souvient alors d'un moment de sa vie antérieure, où ils sont tombés dans une embuscade pendant une bataille. Dans ce souvenir, la femme était grièvement blessée. Mais elle a continué à se battre avec une immense bravoure, même avec son corps poussé à ses limites. Elle l'a protégée jusqu'à la toute fin sans la moindre hésitation. De retour au présent, notre héros regarde son maître avec une confiance absolue. Tendant la main, il dit qu'il y fait confiance plus qu'à quiconque. Et elle accepte de l'aider. Le jeune homme retire alors une partie de ses vêtements, se préparant pour le rituel de raffinement. Alors qu'il s'agenouille, une étrange marque sur sa poitrine commence à briller, ainsi qu'une aura bleue enveloppant son corps. Sida annonce qu'elle commence. Et une brume rose commence à remplir la pièce. Sida utilise la méthode de raffinement de la terre bleue. Une technique connue uniquement des héritiers directs. Le protagoniste se souvient s'être entraîné avec cette méthode à Aden pour devenir plus fort, la mage le réprimande, l'exhortant à se concentrer car le processus est extrêmement dangereux. Elle le prévient de la douleur intense qu'il ressentira et qu'il ne doit émettre aucun son ni bouger. Avec un regard sévère, elle dit que si cela devient insupportable, il doit envisager d'arrêter le rituel. Le jeune homme contemple le mot douleur. En ayant tant enduré dans sa vie antérieure, il se souvient du tourment qu'il a subi aux mains de cet homme aux cheveux blancs dans le futur. Mais il refuse de céder, supportant l'agonie avec toute sa volonté. Le garçon crie qu'il lui fait confiance, surprenant la mage par sa détermination. Comprenant son message, Séna ferme les yeux, se concentrant entièrement sur la tâche. La femme déchaîne tout son mana, et le corps du garçon commence à briller. Avec une intensité aveuglante. L'énergie déferle dans le corps du protagoniste. Ses yeux brillant d'un pouvoir immense, mais une alerte système prévient que la malédiction est activée, dispersant tout le mana entrant. Sida note que la malédiction est telle que décrite. Mais elle était préparée à cela. Pour contrer cet effet, elle décide de déverser encore plus de mana dans le corps du jeune maître. Le système continue d'envoyer des avertissements lumineux indiquant que la malédiction s'active sans relâche. Rian réalise que lui seul peut voir les alertes, et que la malédiction draine le mana de tous les deux. Le mage comprend que même le mana d'un archimage ne peut venir à bout de cette puissante malédiction. Mais il prévoit d'utiliser la méthode Adon pour confiner le mana à l'intérieur de son propre corps. Ce faisant, il trompera la malédiction et conservera tout le mana pour lui-même. Sina est stupéfaite de voir que le mana ne s'échappe plus du corps du jeune maître. Les cheveux du jeune homme brillent alors que le système avertit de nouveau que la malédiction s'active. Mais cette fois, le système indique qu'il résiste avec succès aux effets de la malédiction. Le mana brûle son corps comme la foudre. Mais il continue de tenir bon avec un regard déterminé. Il hurle intérieurement qu'il ne perdra pas, quoi qu'il arrive. Il se souvient des batailles de son passé. Et qu'il a enduré une douleur bien pire que celle-ci. Après tout, il était le grand maître d'Adian. Il n'allait pas céder si facilement. Dans cette vie-là, il a fait face à des défis incroyables. Et a courageusement surmonté chacun d'entre eux. Sa compréhension du mana surpasse celle de n'importe qui. Et il va maintenant tirer parti de cette connaissance, car cette connaissance n'est pas stockée dans le corps. Mais elle est gravée à jamais dans son âme même. Il s'adresse alors à Arcan, déclarant qu'il ne sait pas quel genre de roi démon il est, mais que même le dieu connu sous le nom d'Adian ne faisait pas le poids face à son immense pouvoir et sa compétence. Soudainement, l'étrange marque sur sa poitrine commence à se fissurer, émettant une lumière blanche. Le protagoniste rugit de toutes ses forces alors qu'un torrent d'énergie bleue jaillit de son corps. Le mage est projeté en arrière par la force pure de la puissance qui explose du garçon. Le mana doré s'écoule maintenant fluidement à travers tout son corps sans aucun problème, mais après cet immense effort, le jeune homme s'effondre finalement, complètement épuisé. Il sent sa conscience lui échapper, mais se dit que ce n'est pas grave car il a réussi. Son esprit retourne au souvenir de cette fenêtre de prison maculée de sang. Comparée à l'agonie du futur, la douleur qu'il vient de ressentir n'était rien du tout. Dans son souvenir, les hommes masqués parlaient de se débarrasser de lui et de retourner à leur base. Mais soudain, une lame acérée fend l'air à une vitesse incroyable. Un homme encapuchonné apparaît de nulle part, attaquant les gardes avec une épée agile. L'intrus mystérieux est horrifié par la scène et l'état du jeune homme dans le donjon. Rian crie désespérément pour que quelqu'un arrête l'intrus qui a pénétré dans la zone. Mais soudainement, il se retrouve désorienté, fixant un ciel nocturne avec une pleine lune. Il se demande comment il a atterri dehors dans une forêt sombre et effrayante. Puis,
quelqu'un le tient et lui demande s'il s'est enfin réveillé de son cauchemar. C'était Alejandro, son ancien maître, couvert de sang et grièvement blessé. Le capitaine s'excuse auprès du jeune homme d'être arrivé trop tard pour le secourir. Le visage de Ryan s'illumine d'espoir alors qu'il demande s'il est venu le sauver de cet endroit. Mais son maître baisse simplement les yeux, son expression remplie d'une immense tristesse et de culpabilité. Avec plusieurs flèches plantées dans son dos, il étreint le jeune maître et s'excuse une fois de plus. Voyant son maître périr dans ses bras, le protagoniste hurle et pleure dans un désespoir total. Les larmes coulant sur son visage, le garçon se réveille enfin de ce terrible rêve. Il était de retour dans son propre lit, en sécurité, réalisant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Le procédé de raffinement a été un succès, mais revivre ce souvenir horrible a assombri son humeur. Il se souvient de la mort de ses amis, mais maintenant il a un moyen d'empêcher tout cela. Avec une boule de MUD dans la main, il sait que son nouveau pouvoir doit rester secret. Surtout de la famille Fatin, car il n'est pas encore assez fort pour les arrêter. Avec un regard déterminé, il décide que sa prochaine action sera de hâter la chute de la famille. Le lendemain, il se réveille dans son lit avec Sei et Alejandro à ses côtés. Le protagoniste prétend que le procédé de raffinement a échoué, les laissant tous les deux complètement surpris. La mage et son maître sont perplexes, ne comprenant pas ce que le garçon veut dire. Le jeune homme reste au lit, tandis que les deux attendent une explication logique. Il se dit que révéler la vérité serait bien trop risqué. Il se demande aussi s'il croirait son histoire s'il la leur racontait, alors il dit qu'il a fait de son mieux mais ne peut pas sentir le moindre mana dans son corps. Il tend la main, lui disant qu'elle peut vérifier par elle-même si elle a le moindre doute. Sei ne comprend pas pourquoi il nie son propre succès, mais accepte de vérifier avec une aura de feu dans sa main. Elle utilise sa capacité de détection de mana sur le garçon. La femme tient la main du protagoniste. Alors qu'une énergie verte et dorée circule entre eux, elle utilise sa magie pour tenter de sentir la moindre trace de mana dans le corps du jeune maître. Mais à son grand étonnement, elle ne détecte absolument rien et reste sous le choc. Le protagoniste esquisse un sourire subtil. Son plan fonctionnant à la perfection, la mage, confuse, dit que le mana qui était là auparavant a tout simplement disparu. Elle était certaine qu'il était rempli de mana hier, mais maintenant elle ne sent plus rien. Gênée et ne sachant que dire, elle se lève et se précipite hors de la pièce. Alejandro, préoccupé par sa réaction, essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il dit alors au garçon de ne pas se décourager et de se concentrer sur son entraînement à l'épée. Mais le protagoniste répond qu'il ne peut pas refaire ça, car c'était trop difficile. Alejandro reste choqué et sans voix face à la réponse inattendue du garçon. Il est si abasourdi qu'on dirait que son âme a quitté son corps. Le temps passe, et les feuilles d'automne tombent sur le grand manoir familial. 2 mois s'écoulent, et la neige hivernale commence à recouvrir tout le domaine. La servante, Colin, attend anxieusement devant la chambre du maître. Elle est attristée que le jeune maître ne soit une fois de plus pas sorti de sa chambre. Le chef de famille étant absent, la maîtresse de maison est la seule à lutter pour maintenir le tout. Un majordome demande alors si le garçon va encore rester dans sa chambre aujourd'hui. Il fait remarquer que cela fait 3 mois que le jeune homme n'a pas écouté le capitaine. Une autre servante commente qu'en fin de compte, tout cela n'était qu'un rêve passager, mais Colin défend le jeune maître, insistant sur le fait qu'il essayait seulement d'être à la hauteur des attentes. Elle crie que leurs commérages ne font qu'accélérer la ruine de la maison Sermon, car ce n'est pas seulement dans la maison qu'on le traite d'inutile, mais dans tout le royaume. La jeune femme est furieuse qu'il puisse traiter un garçon de 12 ans de nom aussi cruel, mais les autres membres du personnel rétorquent que les serviteurs démissionnent. Un par un, ils se tournent alors vers Colin, lui demandant ce qu'elle compte faire de la situation. Ailleurs, le protagoniste est en train de dîner et remarque quelque chose d'anormal avec le repas. Il note la baisse de qualité de la nourriture, un signe évident de difficulté financière. Avec un sourire malicieux, il pense que tout se déroule exactement comme il l'avait prévu. Il songe que son ancien lui aurait dilapidé la fortune familiale en essayant de la sauver, mais maintenant avec son expérience d'Adian. Le protagoniste a une bien meilleure stratégie. Il attendra le moment parfait, quand ses ennemis baisseront leur garde, et c'est alors qu'il frappera. Le déclin de la famille a commencé avec la disparition de son père et de ses frères aînés, le terrain d'entraînement autrefois si animé est maintenant presque désert, il ne reste plus que quelques chevaliers sans talent, et des serviteurs peu disposés à travailler. Même les nobles qui cherchaient autrefois à se lier d'amitié avec le futur chef de famille ont cessé leur visite. Voyant le chaos de la famille,
ils ont simplement tourné le dos et sont partis. Cela permet au garçon d'agir librement comme un reclus. Sans que personne ne se doute de quoi que ce soit, mais la ruine progresse. Plus lentement qu'il ne l'avait prévu, il doit donc être plus méticuleux. Soudain, Colin a fait irruption dans sa chambre, criant désespérément son nom. Elle lui dit que c'est l'heure de l'entraînement et que le capitaine des chevaliers l'attend. Le jeune maître affiche une expression ennuyée, ne voulant clairement pas quitter son lit pour aller s'entraîner. Il tire la couverture sur sa tête et demande à être dispensé, mais la servante ne l'entend pas de cette oreille. Avec une expression sombre, la jeune femme lui arrache la couverture. De toutes ses forces. Le protagoniste est surpris par l'action de la servante alors qu'elle l'attrape sans pitié et sans ménagement, le soulève pour l'emmener de force à son entraînement. Les dents serrées et le regard déterminé, la jeune fille montre qu'elle ne plaisante pas. Elle crie qu'elle n'abandonnera jamais la maison Sermon, se remémorant l'époque où il n'était qu'un bébé. Le jeune homme glousse face à la situation alors qu'elle le sort de la chambre comme un sac de pommes de terre. Sur le terrain d'entraînement, le jeune homme est amené pour une autre séance avec son maître. Alejandro lui hurle dessus, demandant « Combien de fois devra-t-on lui apprendre à tenir une épée ?» Le maître explique que l'escrime qu'il apprend infuse du mana dans la lame à chaque coup. Avec un air ennuyé, le protagoniste pense que son maître non plus n'a pas abandonné, il veut récompenser leur loyauté. Mais il ne peut pas être surpris en train de s'entraîner secrètement la nuit. La domination corporelle est une compétence inconnue utilisée pour masquer le véritable état de son corps. Soudain, le système l'informe que son expérience a augmenté, lui octroyant de nouveaux points. Ses statistiques d'endurance et de force augmentent et il ressent une douleur étrange et aiguë. Mal de tête. Le jeune homme prétend avoir besoin d'aller aux toilettes et s'éclipse de la séance d'entraînement. Dans la salle de bain, il réalise que la compétence est encore instable et peut se rompre lors de mouvements brusques. Il ouvre sa fenêtre de statut pour vérifier ses progrès. Après tant d'entraînement, le garçon est maintenant niveau 3. Et ses attributs ont considérablement augmenté depuis le début. Avec un sourire, il constate que 3 mois d'entraînement secret portent leurs fruits. Il prévoit de monter de niveau une fois que ses attributs atteindront 20, ce qui lui permettra d'obtenir la classe fantôme. Dehors, il aperçoit son maître avec un invité et devient curieux de connaître son identité. L'homme se présente comme étant Truno Hill, l'intendant général de la maison Sermon, et s'excuse. Il remet une lettre au jeune homme, qui sent que cette situation est différente de sa vie antérieure. Ryan prend le parchemin, connaissant déjà son contenu grâce à son expérience passée. La lettre contient une invitation à une fête, organisée par le second prince, Kyle Darren, le jour même. La dernière pièce du plan visant la chute de la maison Sermon était mise en marche. Sur le chemin de la fête, le protagoniste bâille d'un air endormi. À l'intérieur de la calèche, Truno fait remarquer qu'il dort depuis leur départ, et le jeune homme se plaint de Colin. Il se souvient de la servante choisissant avec enthousiasme ses vêtements tard dans la nuit. L'intendant dit qu'il comprend, puisque ni Alejandro ni Sina ne sont avec eux. Et que tout récemment, une grande horde de monstres est soudainement apparue à la frontière. Le devoir de la famille Sermon est d'empêcher ces monstres d'entrer sur le continent. Et avec Sina comme chef par intérim, elle ne pouvait refuser la convocation de madame. Par conséquent, un gamin de 12 ans se dirige vers la capitale. En tant que représentant de la famille, mais Truno insiste sur le fait que personne dans le royaume n'oserait faire de mal à un membre direct des Sermons. Ryan pense que cela pourrait être vrai, si la famille était encore aussi puissante qu'elle l'était autrefois. Maintenant que la famille s'est affaiblie, son chef doit personnellement assister à la célébration d'anniversaire. Le garçon a un sourire narquois, en pensant à la façon dont il a lui-même orchestré cette situation. Ils arrivent enfin à Derabon, la capitale royale du royaume d'Aring. La ville est grande et magnifique, remplie d'une architecture imposante et soignée. Une foule de serviteurs et de servantes les attend à l'entrée du grand palais. Alors qu'il descend de la calèche, il est accueilli par une garde blonde. Un homme aux cheveux blonds et au sourire suspect lui souhaite la bienvenue. Voici Kyle Darren, le dragon de Drea et le second prince du royaume de Darren. Et l'hôte de la soirée. Truno exprime sa gratitude pour l'invitation et pour l'hospitalité du royaume au nom du jeune maître. Mais Ryan se moque intérieurement du mot « hospitalité » en fixant le prince du regard. Sur le chemin, il a senti les regards de chaque citoyen fixés sur leur calèche. La famille était autrefois si respectée que tout le monde s'inquiétait de son déclin. Des regards de pitié et d'inquiétude pour l'avenir venaient de toutes parts.
Des rumeurs sur le garçon s'étaient répandues, le dépeignant comme un délinquant. Il a remarqué les expressions méprisantes des nobles, mais tout cela faisait partie de son plan. Avec un sourire confiant, il pense que tout se déroule exactement comme il l'avait prévu. Le jeune homme joue alors le rôle d'un imbécile, saluant tout le monde avec un grand sourire forcé et joyeux. Truneau est mortifié par le comportement du jeune maître et ne sait plus où se mettre. Les autres invités de la fête rient et se moquent sans pitié de la situation difficile du garçon. Une lueur malveillante dans son regard. Il se demande combien de temps encore il devra continuer cette mascarade. Ailleurs, quelques gardes discutent de l'arrivée du jeune maître au château. Ils étaient arrivés une semaine à l'avance pour protéger le garçon pendant les festivités. Ils sont venus tôt pour qu'il puisse interagir avec d'autres nobles, mais cela n'est jamais arrivé, se souvient l'un d'eux. Comment le jeune homme n'a même pas réussi à saluer correctement. Et depuis son arrivée, il n'a pas quitté sa chambre une seule fois, aux grandes dames de tout le monde. Un garde se plaint que la fête est remplie de bonne nourriture, de boissons et de belles femmes. Frustré, le capitaine a envoyé la nouvelle recrue pour essayer de persuader le jeune maître, mais la recrue revient pour annoncer que le garçon assistera au banquet de ce soir et demande son escorte. Ryan songe que ces derniers jours lui ont permis de s'entraîner sans aucune distraction. Il regarde par la fenêtre, pensant que sa participation au banquet n'est pas simplement par considération pour les gardes. Il a un objectif plus grand en tête et ne laissera pas cette opportunité lui échapper. Il sait qu'aujourd'hui cet homme arrivera, et il doit être prêt pour leur rencontre. L'homme qui l'a tourmenté dans le futur est Son Esfatin, l'ennemi juré de sa famille. Plus tard, au banquet royal, l'atmosphère est animée. Alors que tout le monde profite de la célébration, un annonceur déclare soudainement l'arrivée du jeune maître Fatin de la famille Son. Les portes s'ouvrent en grand, et une lumière éclatante inonde l'entrée de la grande salle de bal. Fatin fait son entrée, avec une posture imposante et une expression de pure arrogance. Il arpente le hall avec ses gardes, tandis que tous les regards se tournent vers lui avec admiration. Truneau le foudroie du regard avec dédain, alors que le jeune homme s'approche pour le saluer. Fatin reconnaît le majordome et le salue avec un sourire hypocrite. Il mentionne avoir entendu dire que la maison Sermon est arrivée la première et demande des nouvelles du jeune maître. D'un ton provocateur, il demande où se trouve le renommé Rian Sermon. Truneau devient nerveux à cette question, ne sachant pas comment répondre au jeune homme. Fatin évoque alors les rumeurs sur le déclin de la maison Sermon pour narguer le majordome. Il se vante d'avoir atteint le 5e cercle de magie à seulement 15 ans. Mais insulter la maison Sermon sur son propre territoire était plus que ce que Truneau ne pouvait tolérer. Fatin prétend ne pas croire aux rumeurs et insiste sur un point. Il devrait punir quiconque a déshonoré la maison. Truneau est enragé par l'audace du jeune homme, le traitant de délinquant en face. À ce moment-là, une voix annonce l'entrée du dragon de Dréa, le jeune maître Rian. Fatin se tourne vers la porte pour voir le protagoniste entrer avec un air confiant. Truneau est abasourdi, se demandant pourquoi le garçon a soudainement décidé de quitter sa chambre. Une aura radieuse enveloppe le protagoniste, qui a maintenant l'allure d'un vrai noble, vêtu d'un costume élégant. Il dégage une confiance qui laisse tout le monde dans la salle impressionné. Les invités murmurent qu'il semble très différent des rumeurs qu'ils avaient entendues. Ils commentent que sa présence digne ne semble pas indiquer une famille en déclin. Fatin devient irrité en voyant le nom Sermon capter une fois de plus l'attention de tous. Bouillonnant de jalousie, il serre fermement le poing en regardant le jeune maître. Rian s'approche de son rival avec un regard provocateur et une posture assurée. Il lui demande si les Fatins de la famille Son, disant que son frère lui a beaucoup parlé de lui. Truneau est interloqué d'entendre le nom de Latte, le 4e fils disparu de la famille. D'autres invités commencent aussi à chuchoter à propos du parent disparu du garçon. Fatin, troublé, répond qu'il sait aussi quelques petites choses sur le jeune maître. Mais Rian le coupe, disant que son frère l'a décrit comme une personne exceptionnellement gentille. Il le complimente, notant que, même après avoir quitté l'académie, en quelques mois, sa réputation était excellente. Un sourire provocateur se dessine sur ses lèvres alors qu'il se tourne vers son rival, qui bout de rage. Le protagoniste se souvient comment il aurait prétendument protégé un camarade de classe harcelé à l'académie, et comment il a aussi aidé une étudiante qui se faisait harceler par d'autres. Sons devient de plus en plus furieux. À chaque mention de ses bonnes actions fabriquées, le jeune homme continue ses provocations, mentionnant quelque chose à propos des genoux de son frère. Truneau intervient alors, disant
qu'il a entendu dire que Sons a apporté un excellent médicament pour les lattes. Le majordome dit que le capitaine avait un message. Mais il semble l'avoir oublié. Rian se penche près de son rival et lui murmure quelque chose à l'oreille avec un sourire narquois. En colère, Trudeau éloigne le garçon, lui disant d'arrêter de fixer son rival, avec une aura bleue vacillant dans ses yeux. Le protagoniste savoure la réaction de Sun. Sun est furieux de l'insulte. Incapable de croire au culot du jeune maître, les yeux remplis de haine. Il se demande comment Rian ose le menacer ainsi, mais notre héros l'ignore. Pensant que Suns doit devenir encore plus enragé, car la colère de son ennemi est une graine cruciale pour son grand plan. Plus tard, dans ses quartiers, Suns est complètement consumé par un accès de rage. Il fracasse un vase sur le sol, hurlant que la salle de banquet n'est pas un champ de bataille. Les yeux remplis de haine, il maudit Rian, se rappelant ce que le garçon a dit à propos de Ra. À l'académie, tout le monde connaissait la réputation de Sun et le craignait pour son pouvoir. Mais en réalité, il a été renvoyé, et sa famille a étouffé l'incident. Pour éviter un scandale. L'humiliation de cette époque n'aurait jamais dû être révélée à un étranger. Suns tremble de fureur, se souvenant du jour où il a été confronté par Ra. Ra l'accuse d'avoir dépassé les bornes, lui faisant face avec un air de tonnerre crépitant. Désespéré, Suns essaie de s'expliquer, prétendant qu'il ne savait pas que la fille était sa petite amie. Mais Ra le réprimande pour avoir utilisé la magie pour blesser un autre étudiant. D'un regard glacial, Ra le menace de mort. S'il ne présente pas des excuses sincères. Humilié, les larmes aux yeux. Suns est forcé de s'agenouiller et de supplier son pardon. Ce jour-là, Ra utilise la magie du tonnerre. Et l'a humilié devant tout le monde. De retour dans le présent, Sun hurle de rage et de frustration à se souvenir. Il déclare que le plan doit continuer et qu'il doit faire taire le jeune frère de Ra. Un sourire malicieux se dessine sur son visage alors qu'il imagine le sort terrible qui attend Rian. Sun se rend dans une pièce sombre et convoque quelqu'un pour une réunion secrète. La porte s'ouvre et une ombre mystérieuse entre dans la pièce pour rencontrer le jeune homme. Sun est surpris de voir qui est là, commentant cette rencontre inattendue. Avec une expression sérieuse, il réalise que cette réunion de minuit est du plus haut niveau. La silhouette dans l'ombre est Trunohild, le majordome en chef de la maison Sermon et son traître. Pendant ce temps, la calèche du protagoniste glisse à travers les rues sombres de la ville. Rian songe qu'il a accompli tout ce qu'il voulait à la fête et s'est débarrassé de son image de fauteur de troubles. Plus important encore, il a parfaitement fait mordre Sun à l'hameçon, exactement comme il avait prévu. Trudeau fait l'éloge du garçon, disant que son apparition à la fête était remarquable et a redonné de l'espoir. Mais rétorque qu'il a déclenché une bagarre au lieu de forger des alliances avec d'autres nobles. Le majordome concède que les actions du jeune maître étaient en effet très satisfaisantes à voir. Avec un sourire suffisant, le protagoniste sait que son plan se déroule parfaitement. Il frappe alors sur la paroi de la calèche, activant un mécanisme secret d'insonorisation. Trudeau est surpris par ce geste soudain, ne comprenant pas ce qui se passe. Rian le regarde avec une expression sérieuse et l'interroge sur cette lueur d'espoir. Le majordome est alarmé, réalisant que le garçon a activé l'insonorisation de la calèche. D'un regard froid, Rian dit que s'il croyait vraiment cela, il n'aurait pas dû trahir la maison. Le majordome est terrifié, en sueur froide face à l'accusation du jeune maître. Désespérément, il demande ce que le garçon veut dire, seulement pour se faire dire que ses crimes sont graves. La calèche continue son chemin sous le clair de lune, tandis que la tension monte. Mais le protagoniste ajoute que les crimes ont été commis pour la maison Sermon et peuvent donc être pardonnés. Trudeau reste bouche bée, incapable de comprendre comment le jeune maître connaît son secret. Tremblant de peur, il s'incline et demande ce que le garçon sait exactement de ses plans. Rian dit qu'il sait qu'il n'avait pas d'autre choix et que pour cette raison, il lui donnera une chance avec un regard menaçant. Il demande au majordome d'écouter attentivement puis de décider par lui-même. Trudeau le fixe en silence, transpirant abondamment en attendant la proposition du garçon. La calèche poursuit sa route pendant que les deux discutent de l'avenir de la famille. Le protagoniste expose calmement son plan et le majordome écoute avec la plus grande attention. Trudeau est stupéfait par l'intelligence et l'audace pure du plan du jeune maître. Il n'arrive pas à croire qu'un garçon de 12 ans ait pu concevoir une telle chose. Les dents serrées, il se demande comment Ryan a pu orchestrer tout cela seul. Le jeune homme croise son regard, ses yeux brillant d'une grave aura bleue. Le majordome est submergé, se couvrant le visage de ses mains. Ne sachant que faire. Après une longue réflexion, il prend enfin une décision.
et pousse un soupir de soulagement. Les larmes aux yeux, il dit vouloir crier. De pur bonheur et d'émotion. Un sourire satisfait apparaît sur le visage du protagoniste. Alors qu'il approuve le choix du majordome, le protagoniste avertit Truno que ils ont déjà dépassé la route principale et que quelque chose est sur le point de se produire. Le majordome se demande comment le garçon peut sourire en sachant le danger imminent. Il réalise que ce n'est pas un simple sourire, mais quelque chose de bien plus glaçant et froid. Le regard du jeune maître recèle une intention de vengeance cruelle, à vous glacer le sang. Soudain, la calèche s'immobilise dans un grincement, une fumée noire s'échappant d'une roue brisée. Un garde demande pourquoi ils se sont arrêtés, mais le cocher reste silencieux, sans réaction. Le chevalier s'approche et voit l'homme affalé, montrant des signes évidents d'empoisonnement. Quelques instants plus tard, une fléchette violette frappe le cheval du garde, le faisant s'effondrer, pris de panique. Le chevalier hurle que c'est une embuscade et ordonne à tout le monde de protéger la calèche. Une volée de flèches imprégnées de mana s'abat du ciel sur les gardes. Les mages de l'escorte érigent des barrières pour se protéger de cet assaut surprise. Le capitaine de la garde hurle de fureur face à une attaque aussi lâche contre la maison Sermon. Les flèches bombardent la barrière magique, la faisant se fissurer sous la force implacable. Le capitaine ordonne que personne n'approche de la calèche, prévenant que même les alliés seront abattus. Mais un garde jette un œil à l'intérieur et voit que le jeune maître a disparu. Il hurle de désespoir que Ryan a disparu, plongeant les autres chevaliers dans la panique. À distance, les chevaliers sont figés, ne sachant comment réagir à la disparition du garçon. Ailleurs, une silhouette encapuchonnée à cheval galope à toute vitesse sous la pleine lune. Avec un air déterminé, l'homme mystérieux prend une profonde inspiration et poursuit son chemin. Le majordome se demande comment le garçon peut sourire, sachant le danger qui approche. Le ravisseur le porte sur son dos, s'enfuyant des lieux à une vitesse incroyable. Le système l'alerte que de multiples anomalies de statut s'activent dans son corps. Il se demande combien de temps s'est écoulé, remarquant les nombreux sorts lancés sur lui. Il sait qu'à présent, les gardes de la famille doivent être dans un chaos absolu. Dans sa vie antérieure, son enlèvement a conduit à la ruine de la famille. Car tout le monde a abandonné son poste pour le chercher. Mais maintenant, il peut tourner cet incident à son avantage et manipuler les événements à venir. Truno est choqué par l'idée d'une fausse chute et ne parvient pas à saisir le plan. Rion explique que tenter de reconstruire la famille maintenant serait une grave erreur. Les autres familles se sentiraient menacées et s'uniraient pour attaquer la maison Sermon. C'est pourquoi il a cultivé la rumeur d'être inutile, pour les amener à baisser leur garde. Mais il sait que la famille Fatin essaiera de l'éliminer quoi qu'il arrive. Avec un sourire malicieux, il dit qu'il peut utiliser leur cupidité à son propre avantage. Puisque Sons a mordu à sa provocation, il passera sûrement à l'action après son retour de la capitale. Et avec un allié de l'intérieur comme Truno, le plan devient encore plus parfait. Le majordome le regarde avec un sourire confiant, ayant apparemment fait son choix. Il le presse de décider, cet incident marquera-t-il leur fin? Ou le début de leur renaissance? Une notification du système confirme que sa magie et la formule de la Terre bleue résistent aux effets. Le protagoniste pense que tout se déroule comme prévu, mais il s'excuse. Il regarde son ravisseur avec une lueur verte dans les yeux et se prépare en marmonnant des excuses. L'homme mystérieux l'emporte dans ses bras. Le protagoniste dit à Truno de s'en tenir au plan, car c'est son seul chemin vers la rédemption. Le majordome pleure de regret et de culpabilité pour avoir trahi la confiance de son maître. Le système annonce que tous ses attributs ont atteint 20, en débloquant un nouveau. Les yeux brillants, il pense que la première condition pour la croissance a été remplie. Dans une forêt sombre, un groupe de silhouettes encapuchonnées attend le ravisseur qui arrive avec Rion dans ses bras. Annonçant le succès de la mission, Sens Fatin fait son apparition, se révélant être le cerveau derrière l'enlèvement du jeune maître. Il exprime sa surprise en voyant Truno lui-même en train de vendre son jeune seigneur. Truno soutient que les mots de Sens sont injustes. Il a simplement fait ce qui était nécessaire, mais le jeune homme ricane, lui disant qu'il doit accepter les conséquences de la trahison de son maître. Avec un sourire narquois, il lui tend un parchemin contenant les informations qu'il a promises à Truno. Truno demande si les informations sont fiables. Et Sens en confirme l'authenticité. La famille Asian est connue pour ses contrats d'assassinat. Mais elle fait aussi le commerce de renseignements précieux. Le parchemin contient des détails sur la localisation des héritiers disparus. Rian comprend maintenant pourquoi Truno a trahi la famille Sermon. Le majordome a fait tout cela
dans le but de retrouver les frères aînés du protagoniste. Grâce à ses vastes ressources financières, la famille Fatin a surenchéri sur tout le monde pour obtenir l'information. Sans congédie Truno, le traitant de traître et déclarant que son rôle est terminé. Le majordome le supplie de tenir sa promesse et de ne pas faire de mal au garçon. Avec un sourire malicieux, Sans jure que le jeune seigneur rentrera chez lui sans la moindre égratignure. Alors que Truno s'en va, un garde demande s'ils doivent s'occuper de lui. Mais Sans refuse. Il explique que le majordome est déjà un homme condamné. La famille Sermon est au courant de sa trahison. Pour que son grand plan réussisse, Truno doit retourner, et tout a été mis en place pour cela. Un garde demande s'il va s'occuper des Sermons, et Sans confirme qu'il attendait ce moment. Dans un donjon sombre éclairé par la lueur de la lune, le protagoniste se retrouve une fois de plus. Sans l'attrape par les cheveux, lui demandant s'il saisit enfin la situation. Notre héros soutient son regard avec une expression calme et pleine de défi, ne montrant aucun signe de peur. Sans rit de la scène, trouvant hilarant de voir un héritier Sermon dans un tel état. Riant lui demande ce qu'il fait, et Sans révèle qu'il a capturé le dernier de la lignée des Sermons. Le garçon le menace, mais Sans se contente de ricaner. Se remémorant la provocation dans la salle de banquet, il demande si Riant le menace à nouveau, le toisant avec mépris. Un sourire confiant reste sur le visage du protagoniste, tandis qu'il continue de le fixer en silence. Sans dit que, bien qu'il ait pu entendre beaucoup de choses de son frère, il ne connaît pas toute l'histoire. Il demande si Riant savait que c'était lui qui voulait que son père et ses frères disparaissent. Enragé, il donne un coup de pied au garçon, exigeant de savoir comment il ose s'en prendre à la famille Fatin. Sans frappe le protagoniste, le réprimandant pour son audace et son attitude. Le jeune homme endure les coups, une lueur verte brillant dans ses yeux avec un sourire malicieux. Sans révèle que Truno l'a trahi pour des informations sur ses frères. Il crie que personne ne viendra le sauver et que tout cela fait partie de son plan directeur. Cet enlèvement est la pierre angulaire de la guerre imminente entre les familles Fatin et Sermon. Avec dédain, Ryan pense que Sans parle beaucoup trop. Pour quelqu'un dans sa position, un sourire confiant sur le visage. Le protagoniste libère une aura verte et se prépare à agir. Sans est stupéfait de voir de l'énergie émaner du corps du jeune maître. Le garçon active un cercle magique, et une lumière verte éclatante inonde le donjon. Le cercle magique s'étend, créant un sceau puissant tout autour de la zone. Sans se protège le visage, terrifié par la magie inattendue du garçon qu'il avait sous-estimé. L'énergie verte enveloppe tout le corps de Sans. Alors qu'il peine à comprendre la situation, Ryan déclare qu'il attendait ce jour depuis son retour à Drea, et que maintenant il aura sa revanche. Terrifié, Sans exige de savoir ce qui se passe, mais le garçon reste silencieux. Il se contente de regarder son ennemi être impitoyablement pris dans son piège magique. Une lumière verte jaillit du sommet d'une tour sur fond de ciel nocturne et de pleine lune. La magie de Ryan emprisonne Sans, le soulevant dans les airs et le rendant complètement impuissant. Sans hurle de désespoir, demandant pourquoi rien ne lui arrive. Il suppose que le garçon a fait tout ça juste pour gagner quelques secondes de plus. Ryan s'approche, le traite d'idiot, et lui rappelle quelque chose d'important. Il le regarde de haut avec une expression sérieuse et un sourire méprisant. Le protagoniste dit qu'il parle trop, et que le moment est venu de payer pour ses crimes. L'énergie verte se resserre autour du cou de Sans, et il commence à suffoquer à cause de la magie. Il tousse, ressentant une douleur terrible dans sa gorge, incapable de respirer. Paniqué, Sans réalise qu'il ne peut plus parler et commence à paniquer. Ryan révèle. Il a utilisé un cercle magique de silence pour sceller la capacité de Son à lancer des sorts. Il lui demande ce que ça fait d'être un mage incapable de lancer le moindre sort. Son essaie d'utiliser une magie violette pour se libérer, mais il est incapable de lancer quoi que ce soit. Il désespère un instant, puis se souvient qu'il peut toujours lancer une boule de feu sans incantation. Ryan explique que seuls les sorts allant jusqu'au 3e cercle peuvent être lancés sans incantation. Son invoque une boule de feu violette, s'apprêtant à attaquer le protagoniste de toutes ses forces, mais Ryan déclare que son erreur fatale est de se fier à un simple sort de 2e cercle. La boule de feu engloutit complètement le garçon, mais elle ne parvient pas à lui infliger le moindre dégât. Avec un faible sourire, Son pense que son père lui pardonnerait de briser une des jambes du garçon. Mais il est stupéfait de voir que son attaque n'a eu absolument aucun effet. La jambe du protagoniste brille d'une magie verte et violette.
Et il se tient là, complètement indemne. Une notification du système confirme qu'il a résisté avec succès au sort de boule de feu. Son en lance une autre, plus puissante. Mais Ryan reste indemne et se moque de lui. Il demande si Son croyait vraiment qu'il allait rester là à encaisser les coups. Le protagoniste crée un cercle magique bleu, se préparant à contre-attaquer. Et avec un unique rayon de lumière bleue, il annule sans effort la boule de feu de son ennemi. Son est choqué de voir sa magie dissipée avec une telle facilité. Ryan révèle sa capacité de perturbation de mana, qui peut annuler les sorts instantanément. Il explique qu'il peut annuler toute magie d'un niveau prédéfini, rendant les attaques de Son inutiles. Les dents serrées de rage, Son n'arrive pas à croire qu'il a été si complètement vaincu. Son sort une dague et se jette en avant, mais le protagoniste est prêt à l'accueillir. Il est surpris de voir que Ryan s'est facilement libéré de ses chaînes. Le garçon brise les chaînes restantes, faisant remarquer qu'elles ne sont plus rien pour lui maintenant. Il révèle que ses cercles magiques ne s'arrêtent pas à seulement 2, et qu'il a d'autres surprises en réserve. Un troisième cercle magique apparaît, et Son est terrifié par la puissance du jeune homme. Le sort de paralysie frappe Son, le plaquant violemment au sol. Avec un sourire satisfait, Ryan regarde son ennemi souffrir sous l'effet du sort tandis que Son hurle d'agonie. Alors qu'il est électrocuté par la magie du protagoniste, le garçon s'approche, déclarant que les rôles sont maintenant inversés et qu'il a le contrôle. Il regarde son rival déchu, savourant ce moment de douce vengeance. Quelque temps plus tard, Sun se réveille, désorienté de voir Ryan assis en face de lui. Il gémit de douleur, incapable de bouger à cause du sort de paralysie. Le protagoniste lui demande s'il est réveillé, puis commente nonchalamment la dague qu'il porte. Sun se débat contre les chaînes, mais se retrouve complètement immobilisé. Il est choqué de réaliser qu'il ne peut pas se libérer de ses entraves. Enragé, il hurle sur le garçon, pour se rendre compte que sa voix est redevenue normale. Il remarque que les chaînes sont en simple fer, et non en métal anti-mana, ce qui l'irrite encore plus. Sun tente d'utiliser sa magie de taillade de vent pour couper les chaînes. Mais Ryan l'attaque, lui demandant s'il le prenait vraiment pour un imbécile. Pour tenter quelque chose d'aussi évident. Sun gémit de douleur, se demandant comment le garçon l'a attaqué. Sans cercle magique. Ryan demande si Sun pensait vraiment qu'il emprisonnerait un mage sans aucune contre-mesure. Avec un sourire narquois, tenant une dague. Il révèle qu'il a dessiné un cercle magique directement sur Sun. Il entaille ensuite Sun avec la dague, activant le cercle de magie du sang. Sun est horrifié et terrifié par ce que le protagoniste lui a fait. Un cercle de magie du sang se matérialise sur sa poitrine. Un art interdit et atrocement douloureux. Ryan explique que cette magie est lancée, tandis que la victime est maintenue pleinement consciente. Il se souvient que Suns lui a fait exactement la même chose, quand il n'avait que 12 ans. Désespéré, Suns exige de savoir comment il connaît le sort, et pourquoi il peut manier le mana. Le jeune homme répond que tout cela est grâce aux souvenirs et aux expériences de sa vie à Aden. Il y a 3 mois. Il s'est concentré pour améliorer sa compétence de dissimulation afin de s'entraîner en secret. Acquérir d'autres compétences était simple, grâce au secret des circuits qu'il avait appris. Chaque compétence possède un circuit unique, et le mana y est injecté pour l'activation. En tant que joueur maître, il peut percevoir ces circuits, et se souvient de chaque compétence. Par conséquent, il n'a pas besoin d'étudier, ou de s'entraîner de manière répétitive pour acquérir une nouvelle compétence. Pour lui, l'entraînement n'est qu'un raccourci, pour augmenter rapidement sa force. Utilisant sa compétence de dissimulation, il a quitté le manoir et a tendu des pièges pour attraper Suns. Ryan déclare. Le cercle magique était censé amplifier la douleur que Son avait prévu d'infliger. La dague ensanglantée à la main, il déclare que maintenant Son ressentira cette même douleur. Une explosion de lumière rouge illumine les tours. La vengeance du protagoniste commence. Son hurle, suppliant que cela cesse, car la douleur du cercle magique est insupportable. Dague à la main, Ryan demande avec un sourire s'il devrait en rester là pour aujourd'hui. Son pleure d'agonie, essayant de parler mais parvenant à peine à former des mots. Au milieu de la souffrance, le protagoniste lui tourne le dos et Son tente de l'avertir d'un danger imminent. Il crie que les hommes de Patton arriveront bientôt et que Ryan doit s'échapper. Le garçon demande comment il sait que les renforts sont à 1 semaine de là. Surprenant Son, Ryan révèle qu'il sait que Son a ordonné à ses hommes de revenir dans 1 semaine. Pour le tourmenter. Son est choqué,
réalisant que le protagoniste n'était pas inconscient pendant tout ce temps. Mais Ryan ajoute que, connaissant sa personnalité, il ne l'aurait pas sincèrement averti du danger. Les dents serrées, Son réalise qu'il a été trompé et est tombé droit dans le piège du garçon. Le protagoniste mentionne l'unité directe de la famille Fatin. Les doigts de la maison. Désespéré, Son crie qu'il dit la vérité. Et que les renforts sont en route, mais Ryan l'ignore et lui assène un coup de poing au visage. Le faisant taire pour de bon. Le cercle de magie du sang sur sa poitrine brille intensément. Alors que le supplice reprend, le garçon lui dit de continuer à crier, promettant de ne plus le toucher pour le reste de la journée. Son hurle le nom de Ryan. Sa voix remplie de toute la haine et la douleur qu'il ressent. Le protagoniste se prépare à accueillir les invités, qui arriveront sous peu. Il doit se préparer à affronter l'élite de la maison Fatin. Et il n'y a aucune place pour l'erreur. Une semaine plus tard, sous un ciel orangé, les renforts atteignirent enfin l'endroit. Les hommes encapuchonnés demandent si c'est bien ici, et l'un d'eux le confirme avec certitude. Une semaine s'est écoulée depuis que Son a enlevé le garçon. Sans aucun contact depuis. Le chef d'équipe demande si quelqu'un d'autre s'est approché au cours de la dernière semaine. Les gardes rapportent que personne ne l'a fait, et qu'ils ont surveillé tous les passages. Entouré d'une aura violette, le chef s'inquiète que Son se soit peut-être laissé emporter par le supplice. Il saisit son bâton, se rappelant que l'ordre était de ramener le gamin sermon vivant. Il annonce qu'il entre, mais un garde tente de l'arrêter en vain. Le chef affirme que les ordres du chef de famille sont absolus pour les doigts. Et avec sa magie violette, il pulvérise la porte du donjon dans une explosion. Il décide d'entrer seul, ordonnant à ses hommes d'attendre à l'extérieur. D'un air sévère, il leur dit qu'il ne ferait que le gêner et qu'ils doivent obéir. Le chef s'aventure seul dans le donjon. Se déplaçant prudemment dans l'obscurité, il descend les escaliers avec précaution, ressentant une étrange sensation lui indiquant que quelque chose cloche. Il perçoit une présence sinistre, mais ne détecte aucun mana. Soudain, plusieurs cercles magiques s'illuminent sur les murs, le prenant par surprise. Il se précipite pour échapper aux pièges qui ont été activés tout le long de l'escalier. Désespéré, il érige une barrière pour se protéger des assauts. Magique des pièges. Il réalise que quelque chose a dû arriver à Son. Et lance un sort de détection. Il se demande si les pièges sont activés par un réseau de cercles magiques connectés. Quiconque a fait ça connaît bien la configuration des lieux et est exceptionnellement doué en magie. Il se demande qui a bien pu mettre tout cela en place. Était-ce la maison Sermon ou une tierce partie? N'ayant pas de temps à perdre, il crée une barrière à double couche pour se protéger de tous les pièges. Le chef jure qu'il ignore qui a tendu ce piège, mais qui le leur fera regretter. Il jure qu'il se vengera de quiconque a osé s'en prendre à un doigt de là. Maison Fatin. Il atteint enfin le fond du donjon et découvre une scène horrifiante. Le sol est glissant de sang, et l'air est lourd de tension. Il trouve Son suspendu par des chaînes, le corps couvert de nombreuses blessures. Le chef se prépare à frapper, mais réalise alors que son jeune maître est en grand danger. Avec sa magie, il tente de libérer Son des chaînes qui le maintiennent en l'air. L'énergie violette fait voler en éclats les entraves, et Son s'effondre sur le sol. Complètement brisé. Le chef se précipite à ses côtés, demandant ce qui s'est passé dans ce lieu sombre. Son pleure de douleur et d'humiliation d'avoir été vaincu si honteusement. Le chef examine les blessures et reconnaît la signature magique de Son, de la maison Fatin. Il se demande ce qui s'est passé ici, puis aperçoit le protagoniste attaché dans un coin. Désespéré, il sort une potion de guérison pour sauver son jeune maître. Il sait que c'est risqué, car l'ennemi ne s'est pas encore montré, et pouvait frapper à tout moment. Le chef réalise que le sauvetage n'est pas le seul objectif de l'ennemi, il y a quelque chose de plus. Il comprend que le garçon est un appât. Mais il ne peut abandonner sa mission de sauver Son pointe Ryan du doigt, déclarant que c'est lui qui l'a laissé dans cet état déplorable. Avec la haine dans les yeux, il confirme que le responsable de tout cela est Ryan Sermon. Le chef se tourne vers le protagoniste. Avec un regard sérieux et profondément méfiant, il décide d'utiliser un sort du 7e cercle. Pour s'assurer que le garçon reste immobilisé, mais Ryan dit qu'il est trop prudent. Et le surprend avec une attaque. Le chef lance une boule de feu, mais remarque alors que le garçon n'est plus ligoté. Il se demande si c'était un sort d'illusion, et se prépare au combat. L'incantation du chef est brusquement annulée, le faisant souffrir d'un contre-coup douloureux. Ryan le nargue, disant qu'un grand mage comme lui devrait se remettre rapidement.
Le garçon révèle qu'il a utilisé des clones pour le distraire. Et qu'il aurait dû s'occuper de lui en premier. Furieux, le chef utilise son bâton pour créer un puissant cercle magique violet. Il est furieux que Ryan ait osé utiliser des illusions contre un maître de la magie d'illusion. Avec sa magie de dissipation d'illusion, il tente de défaire le sort du protagoniste. L'énergie violette se propage, dissolvant les clones et révélant le vrai Ryan. Le protagoniste charge avec sa dague, se préparant pour une attaque au corps à corps. D'un mouvement rapide, il esquive l'attaque et se positionne pour une contre-attaque. Les deux se font face avec des regards déterminés, prêts pour la bataille qui s'ensuit. Ryan frappe le chef d'un coup de pied d'une force immense, l'envoyant s'écraser au sol. Le chef est choqué par l'audace du garçon, le traitant d'impudent. Il se relève et assène un coup puissant à Ryan, l'envoyant voler en arrière. Avec un sourire narquois, il demande si le garçon pense vraiment pouvoir le prendre par surprise. Le chef conjure une boule de feu, menaçant de faire fondre la moitié du visage du protagoniste. Il prétend que l'illusion était le dernier recours du garçon, et qu'il est maintenant à court de ruse. Avec un ricanement méprisant, il demande à quel point Ryan sous-estime les doigts de Fatin. Soudain, il aperçoit la dague posée sur le sol et ressent un pressentiment. Il jette un coup d'œil sur le côté et voit son l'attaquer par derrière. Avec une expression de haine pure, la dague s'enfonce dans le cou du chef, qui ne s'attendait pas à une telle attaque surprise. Sons le maintient, déclarant que son arrogance est insupportable, et qu'il en paiera le prix. Il demande si le chef connaît le transfert d'âme et révèle son plan. Riyad explique que l'âme de Sons est actuellement piégée dans son propre corps inconscient. Le cercle magique de sang contenait d'autres sorts en plus de la simple amplification de la douleur. Sa véritable botte secrète est une magie qui transfère l'âme et contrôle le corps. Le chef tente d'utiliser sa magie pour s'échapper, mais il est entravé par la douleur de l'attaque. Une explosion de feu détruit une partie du mur, et le chef s'effondre, blessé. Le masque du chef se brise, révélant son visage et son identité, Acryon, maintenant dans le corps de Sun. Il s'approche de lui et le regarde avec mépris. Une aura verte et jaune entoure son corps, alors qu'il se prépare pour l'acte final avec un sourire satisfait. Il déclare qu'il a enfin capturé sa cible. Aseka gît sur le sol, blessé, et impuissant à réagir à l'attaque surprise du protagoniste. Ryan sort une potion bleue, se préparant à l'utiliser sur son nouveau corps. Il verse le liquide sur sa tête, pour guérir ses blessures et se renforcer. Le système annonce la création et l'amélioration de la compétence résistance à la douleur. Il remarque que ça fait mal, mais que c'est inévitable, car il avait besoin d'une blessure infligée par Ak. Les larmes aux yeux, il se prépare mentalement pour la prochaine étape de son plan de vengeance. Célébrant, il crie qu'il a réussi, et qu'il a chassé l'un des doigts de Fatin. Il ouvre la fenêtre de statue pour voir sa progression et les récompenses du combat. Le système l'informe que la mission est terminée, et que son niveau a considérablement augmenté. Il s'interroge sur la mission elle-même, mais il est ravi d'être monté de niveau si rapidement. Une fenêtre affiche que Ryan Sermon est maintenant au niveau de puissance 15. Il passe du niveau 2 au niveau 15, sachant que c'est un résultat naturel de sa victoire. Il réalise qu'il y a quelque chose qu'il doit faire de toute urgence et se prépare pour la prochaine étape. Un cercle magique rouge apparaît sur le sol alors qu'il se prépare pour un nouveau rituel. Il traîne le corps d'Ak au centre du cercle et commence le sort. Le succès de ce rituel déterminera à quel point il peut accélérer ses plans. Les circuits sont gravés dans l'âme, pas dans le corps, et c'est la clé de son pouvoir. C'est pourquoi même dans le corps de Sun, il peut utiliser ses propres capacités magiques sans problème. Il déverse son pouvoir magique dans les circuits préparés, et une énergie dorée commence à s'écouler. Alors que son niveau baisse en raison de la quantité de magie dépensée, il reste concentré. Le système annonce une baisse de 5 niveaux, et qu'une condition supplémentaire a été remplie. Il a rempli les conditions pour une classe cachée et a débloqué la classe d'ombre. La classe d'ombre est une classe d'assassin caché, disponible uniquement pour ceux qui possèdent les bons attributs. Il a réussi, mais avec les niveaux qui lui restent, il doit accomplir le rituel encore 2 fois. Un éclair bleu frappe la tour, tandis qu'il poursuit son plan ambitieux. L'énergie de l'éclair forme des arcs à travers le donjon, illuminant l'espace sombre d'une aura bleue. Il continue le rituel pour obtenir les classes avancées. Le système annonce que le changement de classe a réussi.
Il l'a fait. Il regarde les cartes de classe devant lui. Voyant le fruit de son travail. Quoi? Les 2 tentatives ont réussi. Et il a obtenu la classe avancée de nécromancien. Son niveau a augmenté de façon spectaculaire. Et il peut tenter un 3e changement de classe avec les niveaux qui lui restent. Cela lui permettrait d'acquérir la classe cachée de fantôme et de devenir encore plus puissant. La classe de fantôme est idéale pour lui, car elle est en parfaite synergie avec ses autres classes. Le problème, cependant, c'est que l'obtention de cette classe nécessite une certaine taille d'âme. S'il échoue à son niveau actuel, il n'est pas sur des effets secondaires potentiels, mais il n'a pas le temps d'hésiter. Et décide de tout risquer pour faire avancer son plan. Il poursuit le rituel, et le système une fois de plus annonce une baisse de 5 niveaux. Soudain, il est frappé par une douleur atroce. Alors qu'une énergie violette l'enveloppe violemment. Le système l'avertit que son âme a été endommagée. Et nécessite une récupération urgente. Il hurle d'agonie. Sentant son corps être déchiré par la magie hors de contrôle, son corps tremblant. Il se demande si obtenir une 3e classe avancée est vraiment impossible. Il jette un coup d'œil sur le côté et voit son ancien corps être tourmenté par le père de Sun. Les souvenirs de douleur et de souffrance refluent, le forçant à revivre ce cauchemar. L'image de ses amis disparaissant et de sa famille en train d'être détruite le hante. Il se souvient d'Alejandro et de Sina, qui ont péri en le protégeant de l'ennemi. Mais il refuse d'abandonner, utilisant toute sa volonté pour surmonter la douleur. Le souvenir d'Alejandro périssant dans ses bras le remplit d'une détermination renouvelée. L'image de Sina, blessée, se battant pour lui, le motive également à ne pas se rendre. Et les larmes aux yeux, il se souvient du sacrifice de son maître pour le sauver. Les dents serrées, il se jure qu'il n'échouera pas et qu'il vaincra la douleur. Il hurle qu'il obtiendra la classe fantôme avancée, même si cela signifie offrir son âme. Une énergie violette et bleue explose de son corps alors qu'il résiste à l'agonie, et la magie s'intensifie. Et il poursuit le rituel avec la dernière once de sa volonté. Le système annonce qu'il possède une âme d'une taille suffisante pour la classe. La classe cachée est enfin déverrouillée. Il a obtenu ce qu'il désirait si ardemment. Il voit l'écran de sélection de classe et se prépare à faire son choix final. Un cadenas se brise, et la carte de la classe cachée est révélée. Pour le protagoniste, la classe fantôme avancée est une évolution de la classe fantôme cachée. Et est incroyablement rare. Il est surpris, un sourire aux lèvres. Car c'est une classe qu'il n'a jamais rencontrée, pas même chez un doyen. Il suppose que beaucoup de ces aspects doivent être similaires à ceux de la classe fantôme. Les 2 cartes de classe brillent devant lui, et il sait qu'il a tout accompli. Avec un air satisfait, il déclare avoir obtenu tout ce qu'il désirait. Et qu'il est prêt. Maintenant, il est temps d'exécuter le plan initial. Et de se venger de ses ennemis. La capacité passive de la classe fantôme améliore la nécromancie de l'utilisateur. Il a traversé tout ça pour pouvoir utiliser le corps de l'archimage dans son plan de vengeance. Entouré d'une aura violette, il espère que ce précieux matériau pourra résister à ce qui va suivre. S'il réussit, il pourra raccourcir considérablement le temps nécessaire à sa vengeance. Le système annonce que la création de Lich a été activée, et le rituel commence. Les yeux d'Aki brillent d'une intense lumière violette alors qu'il subit la transformation. Mais la création de Lich échoue, et une création spéciale de mort-vivant est activée à la place. Les yeux écarquillés, Rion est déconcerté par le résultat inattendu du rituel. Une ombre violette émerge du corps d'Aki et commence à prendre une nouvelle forme. L'énergie sombre fusionne, créant une silhouette imposante et terrifiante. Une créature vêtue d'une armure noire avec une aura violette se matérialise. Devant Ryan, le système annonce la création réussie d'un spécial. Et puissant mort-vivant. Une fenêtre apparaît lui demandant s'il souhaite nommer sa nouvelle création. Une explosion de lumière violette illumine la tour, attirant l'attention des gardes à l'extérieur. Les gardes sont surpris par l'explosion et se demandent ce qui se passe. Désespéré, l'un d'eux crie, demandant où se trouve le jeune maître Sun. Il trouve la zone détruite et s'inquiète de ce qui a pu se passer. Ryan, dans le corps de Sun, apparaît, portant son ancien corps sur ses épaules. Les gardes crient le nom de leur jeune maître, soulagés de le voir en vie. Il prétend qu'Aseka est responsable de tout, trompant les gardes avec sa comédie. En colère, il crie que l'un des doigts de Fatin l'a trahi. L'a attaqué dans le donjon. Il dit qu'il a piégé Aseka avec un artefact. Mais que le sceau ne tiendra pas longtemps. Ryan ordonne à ses hommes de lui faire gagner du temps pour s'échapper. Et de retourner auprès de sa famille.
Il promet que s'ils peuvent retenir Aseka jusqu'à l'arrivée des renforts, ils seront grassement récompensés. Les gardes restent en arrière pour combattre, pendant que Ryan s'enfuit avec son ancien corps. Le jardinier dans l'histoire dit que ce fut la dernière fois qu'ils virent le jeune maître. Dans un campement militaire, des soldats se préparent pour leur prochaine mission. Un homme nommé Pyr reçoit un rapport de ses subordonnés concernant l'incident. Pyr est un mage du 7e cercle de la famille Fatin, un homme exceptionnellement puissant. Il est intrigué d'apprendre qu'aucune trace d'Aseka n'a été trouvée sur les lieux. Il froisse le rapport de colère, incapable de croire ce qu'il vient de lire. Avec une expression furieuse, il se demande si le contenu du rapport est réellement vrai. Il demande aux gardes s'ils sont les seuls à savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Un garde le confirme, mais il est rapidement réduit au silence par une attaque surprise. Une explosion d'énergie rouge le frappe, et il s'effondre sans vie devant tout le monde. Le garde à côté de lui crie d'horreur en voyant son compagnon se faire abattre si soudainement. Pyr déclare que la disparition de Sun est un problème majeur pour la famille. Et si la nouvelle se répand que l'un des doigts était impliqué, ce sera encore pire. Un garde essaie de l'arrêter, mais Pyr continue son chemin. Sans hésitation, il s'avance pour attaquer le dernier survivant, mais est intercepté par un nouvel adversaire. Un mystérieux chevalier l'attaque avec son épée, l'empêchant d'achever le garde. Avec une aura bleue, le chevalier se prépare à affronter le mage du 7e cercle. Une énergie blanche et bleue enveloppe son corps tandis qu'il se prépare pour le combat. Le mystérieux chevalier fait face à Pyr et au garde avec un regard de défi, les yeux brillants de rage. Il jure de tous les éliminer ici et maintenant. Il les accuse d'avoir déclenché cette guerre et exige qu'ils lui livrent le jeune maître Ryan. Pyr réalise que ce n'est pas un simple soupçon, mais une ferme conviction de leur culpabilité. Il pointe du doigt les structures suspectes et l'installation souterraine qu'ils ont découverte. Pyr affirme ne pas savoir où se trouve le chef de la famille Sermon, ajoutant que son a également disparu. Il a demandé leur coopération pour les recherches, mais Alejandro lui ordonne avec colère de la fermer. Un homme aux cheveux violets apparaît, se joignant à la discussion tendue. Avec une expression sérieuse, Alejandro déchaîne son aura bleue, déclarant qu'il ne leur permettra pas de perturber la scène. Il se prépare à se battre de toutes ses forces pour protéger la zone et son honneur. L'homme aux cheveux violets libère son aura rose, se préparant pour l'affrontement. Truno observe de loin, espérant que la situation ne dégénère pas davantage. Sina apparaît soudainement, réprimandant le majordome d'un regard furieux pour avoir parlé sans y être invité. Elle le traite de traître et le regarde avec mépris. Elle dit que, sans le message du jeune maître, il ne serait déjà plus qu'un tas de cendres. Une boule de feu à la main, elle lui ordonne de se taire. Sauf si c'est pour parler des recherches. Truno révèle que le jeune maître a dit qu'il laisserait une piste pour qu'on le retrouve. Il explique que si elle était facile à trouver, les gardes et leurs limiers l'auraient déjà localisée. Le garçon avait dit que seule la méthode de raffinement de la Terre bleue pouvait détecter la piste. Sina se concentre, utilisant sa magie pour sentir le résidu du raffinement de mana. Une sphère d'énergie verte brille, révélant l'emplacement exact de la piste. Sina trouve enfin la piste et se prépare à suivre l'indice du jeune maître. Une flamme bleu-vert s'anime au milieu de la forêt, marquant l'endroit exact. Truno est stupéfait par ce qu'il voit, incapable de croire ses yeux. Il trouve le corps de Ryan pendu la tête en bas à un arbre. La scène est horrible, et Truno se couvre le visage. Incapable de regarder l'état du garçon, Signa s'approche et réalise que ce n'est que le corps de Sun. Le jeune maître a disparu. Sur la cape du corps, un message écrit avec du sang l'identifie comme étant le ravisseur. À côté du corps, il découvre une lettre avec un sceau, maintenu par une pierre. La mage regarde la lettre, réalisant que c'est un message laissé par le protagoniste. Truno demande s'il y a une quelconque trace du garçon, et Signa répond qu'elle a trouvé une lettre. Dans ses pensées, Ryan explique qu'il a laissé la lettre pour que Signa la trouve et comprenne son plan. Il avait envisagé de prendre possession du corps de Sun. Mais le chef de la famille Fatan aurait pu le découvrir s'il était revenu en tant que Ryan. Une guerre entre les familles aurait pu éclater, et la famille Sermon, dans son état affaibli, ne pouvait pas se permettre une guerre en ce moment. Par conséquent, il a choisi une troisième option, et devait laisser une explication à Signa. Il a laissé la lettre pour qu'elle comprenne ses motivations et suive ses instructions. Truno demande ce que dit la lettre, et Signa l'ouvre soigneusement pour lire le message.
Elle décide de retourner au domaine des sermons et de brûler la lettre pour ne laisser aucune trace. Alors que la lettre est engloutie par les flammes, elle se prépare à suivre les ordres du jeune maître. Un aigle plane au-dessus d'un champ de bataille au coucher du soleil, signalant la fin d'un chapitre. Il vole librement dans le ciel orangé vers un nouveau destin inconnu. Dans une ville animée, un jeune homme se dépêche dans les rues, pressé d'atteindre sa destination. Un homme l'interpelle en l'appelant Lion, disant que le chef de la guilde le cherche. Truno demande à Signa si elle en est certaine. Et la mage confirme ses soupçons. Le jeune lion sourit avec confiance, déclarant qu'il est prêt pour tout ce qui l'attend. Une femme aux cheveux courts et à l'œil vert brillant le regarde en souriant. Elle l'appelle le dragon de Drea, le reconnaissant comme le jeune maître disparu. 3 mois plus tard, dans la capitale du royaume de Pince-III, les rumeurs vont bon train. Les gens discutent de l'impasse actuelle entre les maisons Fatan et Sermon. Un jeune homme aux cheveux bleus court à travers la ville, entendant l'histoire de l'enlèvement. Finalement, la maison Sermon a accepté une compensation de la maison Fatan pour l'incident. Les gens se demandent à quoi pense la famille, car le coupable n'a jamais été retrouvé. Un vendeur lance une pomme au jeune homme, tout en commentant le déclin de la famille. Dans une ruelle sombre, un drapeau violet orné d'un corbeau marque la guilde des assassins. La branche de Peyton de la guilde des assassins Martin opère depuis un bâtiment discret. Une femme assise sur une chaise fait une remarque sur le besoin désespéré d'argent de la famille. Avec une expression pensive, elle réfléchit aux nouvelles et aux rumeurs qu'elle a entendues. Elle trouve tout cela plutôt fastidieux et se présente comme Saphir, la chef de la branche de Peyton. Un homme l'interroge sur les nouvelles concernant l'exécution de Truno, le majordome de la maison Serment. Il dit qu'il a été révélé que Truno a collaboré avec le traître de la maison Peyton. Pour cela, Alejandro l'a exécuté immédiatement. Pour sa trahison impardonnable. Saphir est surprise d'apprendre que l'un des rares maîtres d'épée restants a exécuté la sentence. La porte de la guilde s'ouvre, et le jeune lion entre avec une expression sérieuse. Saphir le salue par son nom alors qu'il s'approche de son bureau. Il salue Monsieur Duns et lui demande s'il est là pour voir la chef de la branche. Il monte à l'étage vers le bureau de la chef pour une réunion importante. Saphir l'attend, assise, et annonce que le jour de son épreuve est enfin arrivé. Elle présente une lettre avec un sceau, demandant s'il sait ce que c'est. Il la reconnaît comme une lettre de recommandation pour devenir un membre officiel. Avec un sourire confiant, il se prépare pour l'épreuve finale de la guilde. Il note qu'il reste encore une épreuve. Et Saphir confirme que ce sera sa première véritable mission de combat. Elle pense que c'est une épreuve inutile pour quelqu'un de son calibre, mais qu'elle doit respecter les règles. Après tout, la guilde est la 4e plus grande parmi toutes les guildes d'assassins du continent. Le jeune homme lui fait face avec un regard sérieux, déterminé, prêt pour le défi. Elle loue son talent, déclarant qu'il est devenu le plus jeune membre officiel depuis 100 ans. Il répond humblement que ce n'est rien comparé à elle. Une assassin de 2e classe. Saphir remarque que son expression s'est éclaircie depuis leur première rencontre. Elle sirote son thé, se remémorant son état quand il est arrivé à la guilde pour la première fois. Par une nuit pluvieuse, elle songe que 2 mois se sont écoulés depuis ce jour. Cette nuit-là, la porte de la guilde s'était ouverte et un jeune homme mystérieux était apparu. Il est arrivé en silence à la guilde des assassins, une organisation inconnue du grand public. Il a offert une somme d'argent colossale et a demandé un contrat. D'un air déterminé, il a payé une fortune pour que sa requête soit exaucée. Saphir était intrigué par le garçon, son assurance et son attitude intrépide. Le jeune homme a regardé par la fenêtre avec un sourire et a formulé une requête des plus inhabituelles. Il a dit avoir entendu que la guilde accepte n'importe quelle requête tant que l'argent est en jeu. Elle admet avoir eu la prémonition qu'elle ne retrouverait plus jamais un client aussi singulier. Le garçon avait l'air d'un mendiant, mais possédait une immense fortune. Et sa requête était choquante, il a demandé à la guilde de le supprimer. Il aurait été étrange de ne pas s'y intéresser. Lion dit qu'il examinera la lettre seul. Et se lève pour quitter la pièce. Il lui demande de l'appeler quand le test sera prêt. Et Saphir acquiesce. La femme le regarde s'éloigner, son esprit revenant au commencement de toute cette histoire. 2 mois plus tôt, une silhouette obscure lui demande si elle a accepté dans la guilde sur la base d'une simple prémonition. Elle nie, expliquant que le garçon a intégré le programme d'entraînement et l'a achevé en seulement 1 mois.
Un programme qui nécessite habituellement entre 5 et 10 ans pour être complété. Elle demande si Karl a conclu son enquête sur le passé du jeune prodige. L'enquête révèle qu'il n'a pas de nom de famille et qu'il a été élevé par un maître inconnu. Il est aussi mentionné qu'il a rejoint la guilde pour trouver des informations sur son maître disparu. Grâce à ses antécédents, ses compétences ont été confirmées. Et il a terminé l'entraînement rapidement, confirme Karl. Que toutes les informations concernant Liam sont vraies et exactes. Il dit avoir visité l'endroit où vivait Lion et y avoir trouvé des traces de quelqu'un. Une maison abandonnée dans la forêt présentait des signes d'occupation récente. Mais Saphir dit que quelque chose d'autre est plus important pour le moment. Et le regarde d'un air grave. Elle a posé des questions sur la possibilité que Lion soit en réalité le riant Sermion disparu. Karl reste silencieux un moment, réfléchissant à la question surprenante de sa chef. Il se rappelle qu'un mystérieux garçon du même âge est apparu à la même période. Saphir se demande si c'est réellement une coïncidence, se sentant mal à l'aise à cette idée, mais Karl insiste sur le fait que la possibilité est extrêmement faible. Comme Rian est connu pour sa faiblesse, il explique que Rian ne possède aucun mana, ni de force physique et est considéré comme la ruine de la famille. Il est impossible qu'il soit la même personne que Lion, qui est un individu naturellement doué et très compétent. Saphira le congédie, disant qu'elle ne peut pas gâcher un talent comme le sien pour des affaires insignifiantes. Un filet de fumée verte s'échappe des lèvres de Saphira, se transformant en un petit fantôme. Elle ordonne à Karl de se renseigner sur le maître de Lion, car il doit être un individu extraordinaire. Avec une aura verte, Ryan se dit que son intuition est vive et dangereuse. Il songe que la capacité de nécromancien est plutôt pratique pour recueillir des informations, mais Saphira se plaint du froid. Et Karl se demande pourquoi elle a froid malgré son manteau. Ryan ouvre sa fenêtre de statut pour vérifier ses progrès et ses nouvelles capacités. Ses statistiques sont remarquablement élevées. Et il dispose de plusieurs compétences puissantes. Avec un regard déterminé, il réalise que les niveaux qu'il a consommés pour le changement de classe ont été restaurés. Il sait que investir de la puissance magique dans la domination corporelle en valait la peine. Sa capacité a atteint un niveau où elle peut tromper même des assassins de seconde classe. Il se souvient de la créature qu'il a créée à partir du corps d'acquis ce jour-là. La créature lui demande s'il souhaite lui donner un nom, et le protagoniste réfléchit à une réponse. Il décide de la nommer Cornac, et la créature semble accepter son nouveau nom. Avec une lueur verte et violette, la créature s'incline devant son nouveau maître. Il analyse les statistiques et les compétences de Cornac, réalisant qu'elle fonctionne un peu comme un joueur. Il comprend qu'il a créé un être mort-vivant qui peut grandir et devenir plus fort. Il se demande si c'est là le véritable pouvoir de la classe fantôme et est profondément impressionné. Il examine le circuit de la créature pour mieux comprendre ses capacités. Avec ses yeux verts brillants, il analyse chaque détail du circuit magique. Il peut percevoir chaque composant du circuit. Et comment le mana y circule. Soudain, à l'intérieur du circuit, il découvre une quête cachée intitulée Vengeur. Il réalise qu'il existe des conditions cachées qu'un joueur doit trouver et accomplir, et que Cornac est né d'une combinaison de diverses compétences dans une quête cachée. Il sait que partager ses points d'expérience sera un fardeau, mais que cela en vaudra la peine. Sous la pleine lune, il réfléchit que la croissance signifie se tourner vers l'avenir. Il est assis dans une tour, contemplant ses prochains mouvements d'un regard sérieux. Il sait qu'il doit penser à l'avenir et pas seulement au présent. Un homme nommé Duncan s'approche, lui demandant à quoi il réfléchit si profondément. Ryan répond qu'il pensait à réussir l'examen et à devenir un chef de guilde. Duncan rit, disant qu'avec sa vitesse de progression, il pourrait réaliser ce rêve un jour, mais il le prévient qu'aujourd'hui il y a 3 candidats, et qu'un seul peut réussir l'épreuve. L'épreuve finale consiste à devenir un membre officiel de la guilde, un assassin de 5e classe. Duncan présente Pala, un concurrent qui regarde Ryan d'un air sérieux. Ensuite, il présente Lip, un autre concurrent, qui lui lance également un regard de défi. Finalement, il présente Lion, expliquant que quiconque élimine la cible deviendra membre. D'un air sérieux, Duncan déclare que l'examen commence maintenant et que la compétition est lancée. Les 3 concurrents se préparent pour la mission, attendant des informations sur la cible. L'un des concurrents révèle que la cible est Allrock, un marchand de 47 ans. Il est toujours accompagné de 3 mercenaires, 2 guerriers et un mage de rang argent. Les rumeurs disent qu'il a récemment acquis une jeune et belle maîtresse. Il se rend dans la chambre de sa maîtresse chaque nuit,
Et les mercenaires ne restent pas à proximité. Duncan salue leur enquête et la manière dont ils ont trouvé un moyen de contourner les gardes. Mais il demande quelle garantie ils ont que la cible visitera la chambre de la maîtresse ce soir. Il se demande si eux, en tant que stagiaires, peuvent s'occuper des gardes par eux-mêmes. Duncan explique que c'est précisément pour cela que la guilde recueille des informations et planifie méticuleusement. Il se tourne ensuite vers Ryan, lui demandant s'il aimerait partager ses découvertes. Avec un sourire suffisant, Ryan demande s'il a vraiment besoin de dire quoi que ce soit. Les autres concurrents et l'instructeur le regardent avec curiosité et attente. Ryan déclare qu'il ne voit aucune raison de partager des informations, puisqu'un seul d'entre eux réussira. Les autres concurrents sont irrités par son attitude égoïste et le foudroie du regard avec colère. Il dit qu'on ne lui a jamais enseigné la camaraderie, ce qui les met encore plus en colère. Duncan est d'accord avec le garçon, remarquant que sa réponse saisit l'essence même d'un assassin. Il explique l'importance de réussir l'épreuve en utilisant les compétences apprises lors de l'entraînement, et que la nature des assassins est d'utiliser les autres si nécessaire pour assurer le succès. Les deux autres concurrents restent sans voix et acceptent de poursuivre l'épreuve. Duncan annonce alors qu'à partir de cet instant, ils sont libres d'éliminer la cible. Les trois concurrents sautent du toit, se lançant dans leur mission. Duncan se souvient de la demande de contrat que Ryan avait faite avec détermination pour rejoindre la guilde. La demande avait mobilisé 10 assassins de 4e classe et 3 de 3e classe pour le traquer. Avec un sourire confiant, Ryan avait accepté la condition d'être pris comme apprenti. Duncan avait pensé qu'il était fou. Mais le garçon était déterminé à prouver sa valeur. Il a mis les assassins au défi de le trouver. En 10 minutes, mais ils ont échoué lamentablement après 3 jours de recherche. Tous les assassins ont reconnu leur défaite face au jeune prodige. Ils ont été impressionnés par ses pièges et ses ruses, le louant pour son talent. Saphira a tenu sa promesse et a commencé à l'entraîner personnellement à partir de ce jour. Elle savait que ce n'était pas une mince affaire de devenir un assassin officiel de la Guilde Martin. L'instructeur pense qu'il est peut-être en train d'assister à un moment historique pour la guilde. Paula, l'une des concurrentes, sprint sur les toits. Avec vitesse et agilité, Paula désactive les alarmes, pensant avoir contourné avec succès les mercenaires. Mais elle est surprise de trouver plus de gardes présents qu'elle ne l'avait prévu. Une intruse est repérée, et les gardes se précipitent pour l'appréhender. Dans la cour, Lip reste caché, observant les gardes poursuivre sa rivale. Avec un sourire narquois, elle remercie Paula de lui avoir facilité les choses, et se prépare à passer à l'action. Avec un regard froid, elle pense que si elle n'avait pas été prise, elle l'aurait dénoncé elle-même. La cible avait fait face à d'innombrables tentatives d'assassinat, fuyant toujours vers le même sanctuaire. Et ce sanctuaire était la chambre de sa femme, l'endroit où il se sentait le plus en sécurité. La femme d'Arok se plaint qu'elle en a assez de ses trahisons et de ses mensonges. Elle l'accuse d'amener des assassins chez eux. Les yeux remplis de haine. Désespéré, il essaie de s'expliquer, disant que la chambre a des mesures de sécurité spéciales. Lip observe de loin, notant que la sécurité et le nombre de mercenaires ont augmenté. Elle perçoit 5 soldats ordinaires et décide qu'un assaut frontal vaut le risque. Une dague à la main, elle se prépare à frapper la cible et à accomplir sa mission. Arok la voit et lui crie de lâcher la dague, l'avertissant que c'est dangereux et qu'elle pourrait se blesser. Soudain, elle est prise par surprise et bat en retraite pour se défendre contre une attaque. La femme d'Arok se jette sur lui avec une dague, disant qu'elle a essayé d'endurer bien trop longtemps. Elle l'accuse d'avoir encore pris de l'argent à sa famille et dit qu'elle ne peut plus supporter ses mensonges. Enragée, elle dit qu'il a utilisé l'argent pour acheter des cadeaux à sa maîtresse, et sans pitié, elle l'attaque avec une dague, mettant fin à sa vie une bonne fois pour toutes. Lip est choquée de voir que c'est la femme d'Arok qui l'a finalement abattue. La femme tremble de choc et de regret après avoir commis cet acte terrible. La dague ensanglantée tombe bruyamment sur le sol, alors que la femme réalise la gravité de son crime. Les larmes aux yeux, elle se demande ce qu'elle a fait et sombre dans le désespoir. Elle hurle d'horreur à la vue du corps sans vie de son mari sur le sol. Lip observe la scène de loin, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Elle se demande si la mission est un succès ou un échec, puisque ce n'est pas elle qui a achevé la cible. Soudain, elle réalise qu'il n'est jamais apparu, et elle se demande où il est. Sur un toit,
Palo attend des nouvelles sur l'issue de la mission. Elle conclut que la mission a été un échec, puisque la cible n'a pas été éliminée par l'un d'entre eux. Avec un air de déception, elle se résigne à l'échec de la mission. Elle explique à Duncan qu'Arok a été achevé par sa femme, et non par eux. Rian apparaît, lui faisant face avec un sourire confiant et un regard de défi. Palo est surprise de le voir là, se demandant comment il a pu arriver avant elle. Elle se demande s'il est même allé au manoir, ou s'il a simplement attendu tout ce temps. Soudain, Lip apparaît et l'attaque par derrière, les yeux remplis de rage. Palo rentre saine et sauve et explique que les mercenaires ont commencé à se battre entre eux. Elle a réussi à s'échapper pendant la confusion et à revenir au point de rendez-vous. Duncan annonce que le test est terminé, mais précise que le contrat n'était pas un échec. Tendant la main, il déclare que c'est Lyon qui a réussi la mission. Les autres concurrents poussent un cri de stupeur, incapables de comprendre la décision de l'instructeur. L'un d'eux demande comment la mission a pu être accomplie si Olok a été achevé par sa propre femme. Mais Duncan révèle que c'était l'œuvre de Ryan, les laissant encore plus perplexes. Il explique que Ryan a manipulé la situation pour que la femme élimine la cible. En utilisant sa capacité de nécromancien, il a contrôlé la femme comme si elle était une marionnette. Paula et Lip sont à la fois choqués et furieux en découvrant le stratagème du protagoniste. Duncan demande s'il peut expliquer comment il a orchestré cela et Ryan accepte, ce qui irrite les deux autres. Sachant qu'il est sur le point de se vanter de son intelligence, mais le protagoniste dit simplement qu'il va le raconter. Sa franchise les surprend, et Paula et Lip échangent un regard. Ils n'arrivent pas à croire qu'il est sur le point de révéler son secret. Ryan explique que la solution résidait dans la relation entre Arok et sa première femme. Il a identifié la cible de la même manière qu'eux, en le reconnaissant par son nom. Les informations sur les gardes et la maîtresse étaient également exactes. Mais il avait déjà enquêté sur ces informations et s'y était préparé à l'avance. Les deux sont choqués et furieux, réalisant qu'il s'est joué d'eux. Ils le questionnent, mais Ryan répond qu'il n'a jamais dit qu'il avait seulement enquêté sur Arok. Il a recueilli des renseignements sur toutes les personnes ayant une mauvaise réputation, qui pourraient devenir une cible, et il a utilisé le temps restant pour se préparer à chaque cible potentielle, et pas seulement une. Les deux sont abasourdis, réalisant qu'il avait essentiellement étudié tout le manuel à l'avance. Ce faisant, il a découvert que quelqu'un nourrissait une profonde rancune contre Arok. Il révèle que la personne qui lui en voulait était la femme d'Arok, Kelly. Ryan l'a approchée et lui a suggéré d'engager une guilde d'assassins. Elle méprisait son mari qui l'ignorait et dilapidait l'argent de sa famille avec des maîtresses. Le garçon a suggéré qu'elle renforce la sécurité, ce qui effraierait Arok. Et quand il se réfugierait inévitablement dans sa chambre pour plus de sécurité, elle pourrait jouer la victime. Elle pourrait accuser la maîtresse de l'attaque, et il reviendrait vers elle en rampant. Pleine de regrets, se noyant dans l'alcool à cause des agissements de son mari. Elle est facilement tombée dans le piège du jeune homme. Si les choses s'étaient passées comme elle l'espérait, son plan aurait été un succès, mais Ryan lui a fourni une dernière information avant que le plan ne commence. Une lettre a révélé que l'argent pour les cadeaux de la maîtresse provenait des fonds de sa propre famille. Duncan est choqué, réalisant que tout l'examen était entre les mains du garçon depuis le début. Philippe est terrifié par l'intelligence et la capacité de manipulation du protagoniste. Les deux concurrents se demandent s'ils n'ont pas été involontairement désignés comme les maîtresses de la cible. Mais Duncan dit qu'un détail ne colle pas et interroge le garçon. Ryan admet qu'il a fourni un peu d'aide pour assurer le succès du plan. Il a mélangé une potion dans les boissons de la maisonnée pour influencer les émotions de l'épouse. Il a aussi mélangé la potion dans la réserve d'eau des mercenaires. En cas de victime, la potion avait pour effet de troubler le jugement et d'enflammer la colère. Son concurrent réalise que la bagarre entre les mercenaires était aussi l'œuvre de Ryan. Il dit qu'il ne voulait pas qu'un camarade de guilde périsse, alors il a offert un coup de main. Les autres concurrents sont stupéfaits par le comportement assuré de Ryan. Ils sont sans voix, réalisant qu'il avait prévu et manipulé chaque variable. Duncan conclut que tout s'est déroulé précisément selon le plan du protagoniste. Il déclare qu'un contrat ne consiste pas seulement à manier le couteau et félicite Ryan. L'instructeur l'informe qu'il recevra un paiement supplémentaire de la part de Kelly pour ses services. Ryan explique qu'ils sont les seuls à savoir qu'Arok a été achevé par sa femme, et non par un assassin. Kelly paierait pour couvrir son crime et faire porter le chapeau aux assassins.
Duncan est impressionné par l'intelligence et le calcul froid du jeune assassin. Les autres concurrents réalisent qu'il est à un tout autre niveau. Ils admettent qu'il vaut mieux viser la deuxième place que de rivaliser avec lui. Duncan renvoie les deux autres, leur disant de retourner à la guilde et demande à parler avec Ryan seul à seul. Les deux sautent du toit et s'en vont, laissant l'instructeur et le protagoniste seuls. Duncan reste silencieux un instant avant de s'adresser au garçon. Il le réprimande pour avoir fait porter à une femme ordinaire la culpabilité d'avoir mis fin à la vie de son mari. Il déclare que la guilde forme des assassins, pas des monstres qui manipulent des innocents. Mais Ryan rétorque qu'il la voyait aussi comme une femme ordinaire. Jusqu'à ce qu'il apprenne la vérité, il révèle que chaque maîtresse Karok est jamais ramenée à la maison a été éliminée par Kelly. Duncan est choqué d'apprendre que Harrock avait ruiné d'innombrables vies à travers ses manigances. Kelly n'a jamais agi directement, mais utilisait le pouvoir de sa famille pour s'occuper des femmes. Les décès étaient maquillés en disparitions, et les familles étaient impuissantes pour s'y opposer. Duncan devient pensif tandis que le protagoniste explique que ces faits ont été découverts au cours de son enquête. Il précise que la guilde ne reçoit le paiement intégral, que si la cible est éliminée, et que la situation d'un client n'a aucune importance. Pour un assassin professionnel, il se demande si le fait que la conscience interfère avec un contrat en fait un crime moins grave. Duncan est décontenancé par la philosophie du garçon et sa perspective sur leur travail, et réaffirme que Kelly ne voulait pas achever son mari de ses propres mains, et qu'ils ont simplement rempli la demande. Duncan demande s'il croit que la conscience est inutile pour les assassins. Le protagoniste répond que pour conserver son humanité, il faut évoluer et changer les choses de l'intérieur. Il lui conseille de ne pas s'attarder là-dessus, car rien ne changera tant qu'il restera dans la guilde. Le garçon se retourne et s'éloigne, laissant l'instructeur seul avec ses pensées. De retour à la guilde, Ryan se prépare pour sa cérémonie de promotion. Il est maintenant un membre officiel et reçoit fièrement son certificat. Saphir le félicite, déclarant qu'il est désormais un assassin de 5e classe. Le système annonce l'accomplissement de la mission, et il reçoit ses récompenses. Il monte de niveau et accomplit une mission bonus pour sa performance exceptionnelle. Les autres membres de la guilde applaudissent et le félicitent pour son accomplissement. Il a gagné le respect de ses concurrents et les grandes attentes de son instructeur. Saphir explique qu'il peut maintenant accepter des contrats officiels et demander des promotions. Ryan s'enquiert des conditions, et elle dit qu'il a besoin d'un contrat valant au moins 30 pièces d'or. Elle est choquée quand il révèle qu'il a déjà un tel contrat, le fixant avec surprise. Ryan regarde le chef de la guilde droit dans les yeux et demande directement la valeur de la mission Harrock. Les autres assassins sont stupéfaits, se demandant ce qu'il est en train de faire. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, insiste pour connaître la véritable valeur de la mission. Saphir le dévisage en silence, analysant soigneusement la situation. Elle révèle alors qu'il s'agissait de 10 pièces d'or d'avance, plus 10 à la fin de la mission. Les autres membres de la guilde continuent d'observer, ne comprenant pas son objectif. À ce moment-là, l'instructeur ajoute qu'il a obtenu 10 autres pièces d'or de Kelly pour couvrir l'affaire. La mâchoire de Duncan se décroche alors qu'il réalise que le garçon avait tout planifié, jusqu'au paiement supplémentaire. Avec un sourire confiant, le jeune homme dit que même si c'était peut-être un test, il a tout géré. Les autres assassins restent stupéfaits par l'audace et l'intelligence du garçon. Il explique qu'il était celui qui a obtenu le contrat, accompli la mission et perçu le paiement. Le jeune homme déclare alors que l'exigence des 30 pièces d'or pour la première promotion a été remplie. La chef de guilde est furieuse de l'attitude de la recrue, qui la défie si directement, se présentant comme un assassin de 5e classe. Il demande une promotion en 4e classe. Tout le monde dans la guilde le regarde en silence, abasourdi, devant l'audace de sa demande soudaine, ses yeux lançant des éclairs de colère. Elle lui demande s'il ne trouve pas cela incroyablement arrogant, mais le protagoniste se contente d'offrir un sourire confiant, nullement décontenancé par son intimidation. Elle reconnaît que ce qu'il a fait était impressionnant, mais qu'il les prend de haut. La femme explique que l'organisation a des règles et un protocole qui doit être suivi, et que devenir un assassin de 4e classe, c'est le moment où l'on est considéré comme un vrai professionnel. Avec un regard furieux, la chef l'accuse d'ignorer toutes les règles de la guilde. Elle admet ensuite que ses résultats remplissent les conditions,
mais que de telles actions créent des ennemis. Pour cette raison, la femme dit qu'elle prétendra n'avoir jamais entendu sa demande et tente de le congédier. Mais le protagoniste refuse, avec une aura violette, déclare qu'il ne retirera pas sa demande. La chef s'irrite, criant que pour survivre ici, il a besoin d'un peu de tact. À ce moment, Duncan, l'instructeur, intervient, demandant à parler avec la directrice de la branche. Les trois se tiennent là, tandis que l'instructeur se prépare à donner son avis. La femme l'autorise à parler, et il dit que Lyon est qualifié pour l'examen de promotion. Il continue, expliquant que le jeune homme ne les prend pas de haut, mais qu'il y a quelque chose qu'il a retenu pendant le test. La chef est intriguée par les paroles de son subordonné. Tandis que le jeune homme esquisse un léger sourire suffisant, l'homme révèle qu'il n'a pas utilisé ses capacités physiques, mais plutôt son intellect et sa stratégie. Les anciens rivaux du garçon ont l'air de s'ennuyer, car il a gagné en utilisant uniquement son intelligence. Mais le test de 4e classe est impossible sans force physique, ce qui en fait l'occasion parfaite de l'évaluer. Les autres membres se souviennent comment il les a trompés, avec des pièges et des ruses pendant le recrutement. Avec un léger sourire, la femme réfléchit un instant, et finit par être d'accord avec l'instructeur. Elle autorise l'examen, mais l'avertit que même les meilleurs assassins risquent leur vie. Avec un regard sérieux et intimidant, la chef de guilde lui demande s'il est préparé à cela. Le protagoniste serre alors la main de la femme, scellant l'accord entre eux avec un regard plein de confiance et un sourire malicieux. Il confirme qu'il est prêt. Devant le quartier général de la guilde se tient Quillet, un ciel violet attendant le prochain défi. Plus tard, dans une taverne, Duncan fait remarquer que le garçon est un maître pour tenir tout le monde en haleine. Assis à une table, il dit que le protagoniste a agi bien trop vite. Une des filles suggère qu'il doit avoir ses raisons et se demande s'il a un plan. Puis une serveuse apporte d'autres boissons, et quelqu'un mentionne que le test n'aura pas lieu avant 1 mois ou 2. Duncan propose de l'entraîner, mais Ryan refuse, disant qu'il compte se reposer jusqu'au jour de l'examen. L'idée de se reposer au lieu de s'entraîner laisse tout le monde complètement choqué et confus. Il dit ensuite qu'il sera absent de la guilde et demande s'il peut quitter le territoire. L'instructeur confirme, et le jeune homme dit qu'il reviendra avant l'examen pour vérifier le programme. Duncan reste perplexe face à l'attitude du garçon, se demandant quel est son plan maintenant. Avec un sourire confiant, le jeune homme essuie simplement la mousse de sa boisson sur ses lèvres. L'instructeur lève alors sa chope, proposant de boire toute la nuit pour célébrer. Devant la guilde, une des filles conseille à Ryan de ne pas trop boire, vu son âge, mais le protagoniste pense qu'un temps libre comme celui-ci ne se représentera pas de sitôt. Il sait qu'à partir de la 4e classe, il devra accepter des contrats constamment sans aucune pause. Et comme la cible est maintenant un chef de branche, il doit saisir cette chance d'y aller. Plus tard, le jeune homme voyage seul, s'arrêtant sur une montagne pour contempler l'horizon. Sa destination est la périlleuse zone des ombres, un endroit parfait pour son entraînement secret. Avec un sourire et une aura verte, il fait face à la terre de la perdition, prêt à relever le défi. Ailleurs, un carrosse luxueux voyage à grande vitesse. À travers la nuit, il est lourdement escorté par de nombreux chevaliers, le protégeant de tout danger potentiel. À la tête de l'escorte se trouve un jeune chevalier aux cheveux roses, monté sur un magnifique cheval blanc. Soudain, il aperçoit quelque chose sur la route, et arrête son cheval avec une expression surprise. Il trouve un voyageur encapuchonné, assis au milieu du chemin, leur barrant la route. Irrité, le chevalier crie sur la silhouette, lui demandant ce qu'elle fait assise là. Le protagoniste se retourne lentement pour faire face au noble qui l'interroge avec une telle arrogance. D'un mouvement subtil, il révèle une partie de son visage au chevalier curieux. Et en un instant, le garçon bouge, se positionnant directement devant le cheval du noble avec une expression pitoyable. Il prétend s'être tordu la cheville et avoir besoin d'aide pour atteindre le prochain village. Le chevalier aux cheveux roses est agacé par l'audace du garçon et le traite de morveux. Il le menace, disant que s'ils étaient pressés, il n'hésiterait pas à l'écraser. Mais le protagoniste se contente d'esquisser un léger sourire narquois, car tout cela fait partie de son plan. Le jeune homme fait remarquer qu'à en juger par son ton, ils ne sont pas pressés et ne se trouvent même pas sur la route principale. Le noble est choqué par la perspicacité du jeune homme et le foudroie du regard avec une colère intense. Puis, avec une mine de chiot abandonné, Ryan implore de l'aide. Le chevalier et son cheval échangent un regard blasé, ne sachant comment réagir à la scène.
De l'intérieur du carrosse, une voix féminine ordonne à une personne nommée Quinault de laisser entrer le jeune homme, mais le chevalier refuse, criant qu'il est hors de question pour lui de faire une telle chose. La voix suggère alors de le mettre sur son propre cheval s'il ne veut pas de lui dans le carrosse. N'ayant pas d'autre choix, Quinault prend le garçon sur son cheval, lequel arbore un sourire victorieux. Bénéficiant maintenant d'un transport inattendu, le protagoniste poursuit son voyage d'une nouvelle manière. L'un des chevaliers taquine Quinault pour avoir à transporter le garçon sur son cheval. Le noble demande alors le nom du jeune homme, et il se présente comme Ryan de Fanton. Le protagoniste remercie la jeune dame dans le carrosse, en disant qu'il lui doit la vie. Quinault lui dit d'être reconnaissant de l'avoir rencontré, et Ryan arbore un sourire moqueur. Dans ses pensées, il révèle que ce n'était pas de la chance, mais un plan calculé pour l'accompagner. Il avait étudié l'itinéraire et avait remarqué que la famille Rose emprunterait le même chemin. Il vivait dans une région reculée. Mais avec la mort du chef de famille, elle a été forcée de fuir. Ses gardes n'étaient pas de vrais chevaliers, mais des mercenaires engagés pour sa protection. L'un des mercenaires se lamente sur la situation de la jeune dame et les épreuves auxquelles elle fait face. Mais avec un sourire en coin, Ryan pense que la chute de la famille Rose était due au sermon. L'un des gardes est choqué d'entendre cela. Incapable de croire à cette information. Au cours de son enquête, il avait découvert tout sur la mort du chef de famille et l'exil des Harris. Avec une expression sérieuse, il se demande comment sa propre famille est mêlée à cette affaire. L'un des chevaliers mentionne avoir entendu une rumeur à propos de l'incident entre les familles, et la rumeur prétend que les sermons ont éliminé le chef pour cacher des preuves de collusion. Au clair de lune, la caravane s'arrête et les chevaliers installent le campement. Pendant que certains se reposent près du feu de camp, d'autres s'occupent des chevaux. Avec une expression pensive, Ryan est assis seul, observant la scène à distance. Il se rapproche du carrosse et continue sa veille silencieuse toute la nuit. Le protagoniste a maintenant un nouvel objectif, infiltrer le groupe et découvrir la vérité. Sous le clair de lune, notre héros analyse les informations qu'il a recueillies jusqu'à présent. Il comprend que la chute de la famille Rose est une conséquence directe du conflit entre les Sermons et les Fatons. Le lien a commencé lorsque l'héritier Rose est devenu un chevalier de la maison Sermon, mais il a été vaincu par des monstres. Et la maison Sermon a promis de soutenir la famille Rose. Une autre famille, mécontente de cela, s'est alors alliée aux Fatons pour exploiter la situation. Ils ont inventé une histoire, accusant les Sermons de la fin tragique du chef de la famille Rose. La famille Rose a découvert la vérité, mais n'avait pas le pouvoir de défier les Fatons. Par conséquent, ils ont perdu leur chef et ont été contraints à l'exil dans le royaume de Darren. Très peu de gens connaissaient la vérité derrière toute cette conspiration politique. Les jeunes héritiers ne pouvaient compter que sur Canil et les quelques serviteurs loyaux qui restaient. Et avec une si petite escorte, le voyage vers l'exil serait incroyablement dangereux. Toute la nuit, l'un des gardes monte la garde, protégeant le camp de toute attaque. Dans la calèche, la jeune Sainte et Rose dorment, inconscientes des dangers qui les entourent. Quelqu'un fait une remarque sur la manière étrange dont le fils de la famille Annie la regardait. Canil dit alors avec colère que les vrais coupables sont les Fatons et les Annie. Il révèle que leur demande d'asile n'a été acceptée que grâce à l'aide du gérant de la maison Sermon. Ryan écoute tout attentivement, tout en mangeant sa soupe près du feu de camp. Le noble dit que la famille Sermon a utilisé le peu de force qu'il leur restait pour les aider. Les autres chevaliers sont émus et lèvent un toast en l'honneur de la maison Sermon. L'un des gardes propose alors au jeune homme une autre portion de soupe, qu'il accepte volontiers. Le garde s'excuse, mais Ryan dit que l'histoire était intéressante à écouter. Il demande ensuite s'il peut voyager avec eux et entendre d'autres histoires de ce genre. Le garde rit, lui rappelant que c'est lui qui leur a barré la route en les suppliant de l'aider. Canil dit que ce n'est pas un problème, ajoutant qu'il semble plus soulagé maintenant après avoir vidé son sac. Mais l'un des chevaliers fait remarquer que celles qui souffrent le plus dans cette situation sont la jeune Sainte et Rose. Ryan acquiesce en silence, sachant que le vrai problème est la famille Harris. Il se rend compte que les chevaliers ne saisissent pas la gravité de leur situation, et qu'ils ne ressentent pas le danger qui se rapproche à chaque instant. La famille Annie ne se contentera pas de simplement éliminer le chef de la maison Rose, surtout le deuxième fils, qui a déjà vu 3 contrats sur sa tête rejetés. C'est une brute qui s'en prend aux faibles et aux pauvres, et toutes les demandes contre lui ont été refusées.
Et parce qu'il est paranoïaque au sujet de sa propre sécurité, il est presque impossible à atteindre. Si quelqu'un comme ça a Citon dans son viseur, ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Soudain, le protagoniste sent une présence étrange et jette un coup d'œil vers la falaise. D'un mouvement rapide, il s'éclipse du camp et fonce dans la forêt sombre. Il réalise qu'ils sont suivis et décide d'agir pour les protéger. Au lieu de se battre directement, il décide qu'il est plus efficace de poser des pièges pour retarder leurs poursuivants. L'un des gardes le voit revenir, couvert de terre, et lui demande ce qui s'est passé. Avec un sourire, le jeune homme prétend avoir glissé en se soulageant dans les bois. Le garde lui dit de se reposer puisqu'il est blessé, et Ryan s'assoit, dague en main. Il pense qu'il a posé assez de pièges et rassemblé les informations dont il avait besoin. Et avec un sourire narquois, il se dit qu'il considère cela comme le paiement pour la soupe. 8. Le lendemain, le soleil se lève et la caravane se prépare à poursuivre son voyage. Ryan les remercie pour le trajet, et Cannelle demande ce qu'un garçon fait si près de la zone d'ombre. Le jeune homme répond qu'il travaille comme marchand, et qu'il prévoit d'acheter des matériaux pour les revendre. Un des chevaliers demande alors si c'est ici qu'ils se séparent enfin. À ce moment-là, le protagoniste reçoit une potion en cadeau de la part de la jeune Harris. La potion est destinée à l'aider à guérir sa blessure, qui n'est pas encore complètement refermée. Il est surpris d'apprendre que la jeune dame dans le carrosse s'inquiétait pour lui. Depuis l'intérieur du carrosse, Sainte et Rose observent le jeune homme. Avec un regard doux, Cannelle dit que grâce à lui, ils ont pu profiter d'un moment de paix durant leur voyage. La potion en main, le protagoniste regarde en direction du carrosse avec gratitude. Il présente ses remerciements et dit qu'il restera à Darren, mais le chevalier lui dit de ne pas les chercher. Un des gardes fait remarquer que le capitaine peut paraître grossier, mais qu'au fond, c'est un homme bon. Cannelle est irrité par ce commentaire et ordonne à tout le monde de se mettre en route immédiatement. La caravane s'en va, et le jeune homme les regarde disparaître sur le chemin de terre avec un sourire. Il regarde la potion qu'il a reçue en cadeau de la jeune Harris. Et sans une seconde d'hésitation, il ouvre la fiole et boit toute la potion. L'énergie de la potion parcourt son corps, le renforçant pour ce qu'il attend. D'un seul bond, il sprinte à grande vitesse vers sa prochaine destination. Soudain, il entend le tonnerre des sabots de chevaux qui approchent. Rapidement, un groupe de cavaliers galope sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière. Avec un air surpris, le protagoniste réalise que les poursuivants sont arrivés. Il dénombre 6 poursuivants, 2 simples mercenaires et 2 épéistes novices. Les 2 chevaliers semblent être les plus faibles du groupe mais représentent tout de même une menace, et pour compliquer les choses, il y a un mage qui sera sans aucun doute difficile à affronter. Le dernier d'entre eux dissimule son visage, mais il est certain que c'est un noble puissant. Et avec un sourire malveillant, le deuxième fils de la famille Animène. Le groupe d'assaut. Garuda Ani, l'homme sur lequel il a enquêté, est là pour anéantir la famille Rose. Il passe au galop à toute vitesse devant le protagoniste, complètement inconscient de sa présence. Le regard déterminé, Rian sait qu'il doit agir vite pour les sauver. La poussière soulevée par les chevaux enveloppe le jeune homme. Alors qu'il se prépare à l'affrontement, il suit les poursuivants à distance, réalisant qu'ils sont plus forts que ce qu'il avait prévu. Ses pièges n'ont pas suffi, et il se lamente de s'être fourré dans ce pétrin pour un simple bol de soupe. Mais soudain, il sent un étrange pouvoir émaner de la potion qu'il a bu plus tôt. Il découvre que la potion valait au moins 20 pièces d'argent, un cadeau très coûteux. Avec un sourire, il apprécie la gentillesse de la jeune femme et se demande à quoi elle pensait. Il sait que la famille Rose n'a aucune chance contre un ennemi aussi redoutable. Ils prendront Citon et élimineront sans pitié le reste de ses gardes. Mais il décide que c'est un paiement anticipé pour ses services et se prépare à intervenir. Il sait que s'il les poursuit directement, d'autres innocents pourraient être blessés, alors il utilise un cercle magique et invoque sa créature pour l'aider au combat. Avec une aura verte, il donne à Cornac sa première mission: protéger la famille Rose. Au loin, la caravane avance paisiblement, inconsciente du danger qui approche. Soudain, Keno sent que quelque chose ne va pas et arrête son cheval avec un pressentiment. Il regarde en arrière avec une expression inquiète et ordonne à tout le monde d'accélérer le pas. L'un des gardes est confus par cet ordre soudain, mais le noble n'offre aucune explication. Il informe la jeune femme dans la calèche qu'ils vont aller plus vite et lui demande de s'accrocher.
Un chevalier demande ce qui ne va pas. Et Canil crie que des poursuivants sont à leur trousse, avec la frontière juste devant. Il ordonne à ses hommes d'avancer aussi vite que possible. Il ordonne ensuite à 2 de ses gardes de se préparer au pire s'ils sont rattrapés. Ils doivent prendre la jeune femme et fuir vers la frontière sans se retourner. Les Annas ne peuvent pas la toucher, car ils ne risqueront pas de provoquer la garde frontalière. Avec un regard déterminé, il déclare qu'il leur fera gagner du temps pour s'échapper en toute sécurité. Les gardes crient le nom de leur capitaine et promettent de le retrouver à la frontière. Avec un sourire confiant, Kinel se prépare à affronter les ennemis seuls. Il sait que les chevaliers ennemis sont plus forts, mais il est un chevalier de la Maison de la Rose. Les poursuivants se rapprochent de plus en plus, se préparant pour leur assaut final. Mais soudain, le chef du groupe maîtrise son cheval en voyant quelque chose d'inattendu sur la route. Une lame acérée se matérialise de nulle part, bloquant le chemin des chevaliers ennemis. Kinel exige de savoir qui ils sont et leur ordonne de se retirer immédiatement. Avec un regard furieux, il menace de tous les abattre s'ils n'obéissent pas. Le chef du groupe se contente de rire de la menace, regardant le chevalier avec mépris. Avec un sourire malveillant, il demande si Kinel croit vraiment pouvoir les arrêter. Il se moque du noble, lui demandant s'il pense qu'être un chevalier le rend spécial. Kinel est choqué de reconnaître le chef des poursuivants. En la personne de Guruta Ani. Le scélérat révèle alors son plan d'éliminer tout le monde. À l'exception de la jeune Sainton. Avec un regard cruel, il ordonne à ses hommes de la lui amener. Avant qu'ils n'atteignent la frontière, les mercenaires s'avancent. Et Kinel se prépare à se battre de toutes ses forces, mais soudain une explosion de magie le frappe, le projetant violemment dans les airs. Le mage du groupe ennemi l'attaque. Avec un sort puissant, le laissant blessé. Kinel réalise que le mage est au moins du 2e cercle. Et la situation devient plus critique. Guruta dit alors au mage de se calmer, car il va s'occuper du chevalier lui-même. Allongé sur le sol, le noble se retrouve encerclé par un nouvel ennemi qui s'approche. L'homme déclare que rien ne changera. Le fait qu'il trouvera sa fin ici. Kinel est choqué de reconnaître l'ancien capitaine des chevaliers de la Maison de la Rose. L'homme dit que la famille a disparu et qu'il a besoin d'argent pour survivre. D'un coup de pied, il attaque sans pitié l'un de ses anciens camarades, et en un instant, le traître se jette sur Kinel avec une épée acérée. Les 2 chevaliers s'affrontent dans une bataille mortelle. Pour la vie de la jeune héritière, Kinel hurle sur le traître, lui demandant s'il a perdu tout sens de la chevalerie, mais l'homme rétorque que le monde a changé. Et il n'y a plus de chevalerie chez Phénix Roi, les 2 s'attaquent sans relâche. Mais Kinel est en difficulté face à son ancien capitaine. Le traître lui dit d'abandonner et de trouver un meilleur seigneur à servir à l'avenir. Enragé, Kinel refuse d'écouter les divagations d'un traître sans honneur. Garuda ordonne alors de l'achever, car le jeune Sainton aurait déjà dû être capturé. L'homme s'excuse et se prépare à porter le coup de grâce à son ancien camarade, mais soudain une rafale d'énergie verte frappe le traître, arrêtant son attaque sur Kinel. Garuda est choqué par cette intervention inattendue, se demandant qui d'autre est là. Une créature nimbée d'une aura verte apparaît de nulle part, attaquant le traître avec sa magie. Cordax, la créature invoquée par le protagoniste, sauve Kinel du coup fatal du traître. L'homme est frappé par la magie, sentant une douleur atroce déchirer son corps blessé. Avec un assaut puissant, la créature lance de multiples projectiles d'énergie verte, les ennemis sont pris au dépourvu. Alors qu'une explosion massive déchire leurs rangs. Le mage et Groth réussissent à ériger un bouclier de mana pour se protéger de l'explosion, mais le traître n'a pas cette chance. Et est gravement blessé par la magie de la créature. Rayan et Cornac se préparent pour leur prochaine attaque, les yeux remplis de détermination. Ailleurs, une épée flotte dans les airs, prête à frapper la calèche. La lame magique se rapproche de plus en plus de la calèche où se cache Saintin. La jeune héritière est en grand danger, n'ayant plus personne pour la protéger. Les gardes de la calèche ont été vaincus, et la zone est jonchée de signes de lutte. Les chevaux et la calèche sont détruits, et les gardes peinent à tenir debout. Les 2 gardes restants sont gravement blessés, mais continuent de se battre. Ils réalisent que leur ennemi est trop fort, et qu'ils n'ont aucune chance de gagner cette bataille. Les mercenaires se moquent d'eux, suggérant qu'ils devraient simplement s'enfuir en rampant. Soudain, une voix ferme déclare « Ça suffit !» Et tout le monde se retourne, surpris. La jeune sainte en rose sort de la calèche.
remerciant ses gardes pour leur loyauté. L'un des gardes est désespéré en la voyant sortir, essayant de l'empêcher de se rendre. Une dague à la main, elle propose de les suivre s'ils épargnent la vie de ces hommes. Avec un regard déterminé, l'héritière menace de mettre fin à ses jours s'ils refusent. Elle les affronte avec courage, déclarant que leurs employeurs ne seraient pas satisfaits de ce résultat.